déjà striké dans tes bichettes. Et avec des lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game over. Salut tout le monde et bienvenue à Game Over, le podcast de baseball en ce match, en fait, cette journée spéciale, oui. C'est le match des étoiles présentement à Seattle. On le regarde, moi et Eric, chacun de notre côté sur notre ordinateur. En fait, moi, je l'ai sur l'écran devant moi, ce qui est une excellente idée de mettre un troisième élément à 2 TDAH qui ne sont pas médicamentés. Et il faudra qu'on se concentre. Hier, on a regardé le concours des circuits ensemble. On va en parler dans quelques instants. Hey, bienvenue parmi nous. Content de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi. D'habitude, on tourne le lundi, mais écoute, on est dur à suivre. Puis c'est comme ça qu'on aime ça parce que comme ça, on se fait désirer. C'est ce que je me dis. Comment ça va, Gags? Ça va bien, toi? T'es en forme? Ouais, ça va super bien. Happy Taco Tuesday. Happy Taco Tuesdays? Oui, Taco Tuesday. Les Américains, on n'a pas le choix de faire ça. Tous les Tuesdays, on est des tacos. À chaque mardi, c'est des tacos? Ben oui. 52 semaines par année. Ouais, mais ça paraît que t'habites en Arizona. En fait, je pense que c'est une loi, c'est un state law. C'est une loi de l'État de l'Arizona. En Arizona, on n'a pas le choix. Tacos à quoi? Moi, quand j'étais... Ah! Je me souviens quand j'étais chez vous, justement, ce printemps. Je me souviens que c'est ça qu'on a mangé, des tacos, t'en souviens-tu? Un mardi? Tacos un mardi? Je suis pas sûr que c'était un mardi. Je pense qu'on était rebelles. On a peut-être fait ça un mercredi. Ça me surprend que, connaissant les États-Unis, que les SWAT teams ne soient pas arrivés en défonçant la porte à coups de pied puis dire « Qu'est-ce que vous faites? On n'est pas mardi! » Mais bon. Hey, là, ça me gosse parce que d'habitude, j'amène mes écouteurs et là, j'ai celle de la poche bleue. Puis, ça fait bien à Max et à Guillaume parce qu'ils ont quand même bien les cheveux. Mais là, moi, j'ai de l'air vraiment de quelqu'un qui a une tumeur qui pousse des deux bords, fait que ça me fait fucking chier. Mais bon, on va délai avec présentement. J'ai aussi mon chandail des Pirates de Pittsburgh aujourd'hui parce que c'est une façon... En fait, c'est une forme de protège, je vais le dire carrément. On va voir Alex Agostino sur le show tantôt, dépisteur évidemment pour les Phillies de Philadelphie. Un petit gars de chez nous, comme on dit, qui s'occupe maintenant de la région, pas juste du Québec, les Maritimes, mais aussi toute la Nouvelle-Angleterre. Donc, c'est vraiment quand même assez... écoute, on est choyé de l'avoir. C'était le repêchage en fin de semaine. Oui, vas-y. Il est très important, Alex. Ça fait longtemps que je le connais. C'est le fun d'avoir un bon bonhomme, un OG du scouting, puis il connaît tout le monde. Fait que c'est le fun d'avoir lui. Puis ouais. Ça fait longtemps qu'on voulait parler. Pas juste ça, il est rendu ce qu'on appelle un fact-checker. Ça veut dire que les dépisteurs locaux font les premiers devoirs, vont reconnaître du talent, commencer à suggérer, faire un petit rapport de disant « voici ce que j'aime ». Puis après ça, il envoie Alex pour checker, fact-checker, les faits et décider ce qui se passe. C'est ça. Puis on arrive du repêchage, ça s'est terminé aujourd'hui. On a eu 2 Québécois qui ont été repêchés. On sait que le repêchage du baseball majeur a énormément changé parce qu'on est parti de 52 rondes à 20 depuis la pandémie. Ça change énormément tes décisions. Moi, je suis content parce que pendant le segment de la relève, on va voir notre chum François Vendetti, mais particulièrement parce qu'il y a le 2e Québécois qui a été repêché, si je ne me trompe pas, c'est aujourd'hui, en 18e ronde, Jérémy Pilon. Tu le connais très bien. Oui. Il s'en va... en fait, les Rays ont repêché, fait que ça va être une grande discussion entre eux et les Rays. À voir, ça va être quoi le signing bonus, le bonus de signature. Ouais. Et on en a parlé un petit peu avant de commencer le podcast. Et tout de suite... En fait, moi, il faut que je vous confesse quelque chose. Premièrement, là... Moi, je suis un joueur, toi, t'es un fan. Fait qu'on est 2 opposés complètement. Quoi, ça? On n'est pas supposé être ensemble, fans et joueurs contre les propriétaires? Oh, ben là, écoute, des fans, écoute, quand tu dis des fans, moi, je trouve que les joueurs, quand tu es il y a combien de joueurs qui se font repêcher par année? 20 rondes, 32. Il y a peut-être 300-400 joueurs qui se font repêcher. Puis je pense que quand tu deviens professionnel, tu mérites de te faire payer. Puis en tant que joueur, c'est le fun d'avoir des jeunes comme Jérémy qui a travaillé fort. Puis j'espère qu'il va se faire payer parce que c'est un bon gaucher. Aussi, il y a Pierre-Olivier Boucher qui s'est fait repêcher. Fait que c'est deux bons jeunes joueurs du Québec. C'est le fun de voir qu'il va avoir une chance peut-être de jouer dans les pros. Sinon, mais Jérémy, peut-être qu'il va aller à Alabama. Il y a un full scholarship qui va être là. Oui, puis c'est pas une petite école Alabama. On est évidemment reconnu pour sa puissance au football. Depuis quelques années, quand même aussi, le programme de basketball s'est énormément rattrapé, mais le baseball aussi, je veux dire, c'est la SEC, je veux dire. Honnêtement, je pense qu'il y a certaines équipes de la SEC. On l'a vu pendant justement le College World Series, la série mondiale des collèges américains avec LSU, qui a eu, pour la première fois de toute l'histoire, 2 joueurs de la même équipe sont repêchés numéro 1, numéro 2.
Et ce qui me ramène à mon sujet de pourquoi que j'ai un chandail des Pirates, je vais peut-être oser poser la question à Alex, puis je suis pas sûr qu'il va répondre parce que moi, je veux savoir, est-ce qu'ils ont signé le lanceur Skeens parce qu'ils savaient que ça allait plus facile justement de le signer avec son gérant ou est-ce qu'il était pogné parce que, évidemment, Scott Boras a fait une prise d'otage? Quelle surprise, est-ce que M. Boras qui décide encore une fois de prendre le baseball majeur en otage? Mais c'est mon boy, parle pas de Boras, c'est mon agent. Encore une fois. Moi, je pense qu'il devrait être banni du baseball majeur à vie, mais c'est à chacun son. Non, mais je serais curieux de un podcast, je fais mon propre podcast, écoute. Mais, non, mais je veux dire, je serais curieux de savoir si c'était pas de ce que Scott Boras a dit si les Pirates auraient repêché Cruz. Parce que Skeens, écoute, j'ai mais tellement... ça, on va parler à Closing Time, ça va être le fun d'en parler. OK, t'as raison. Exactement, c'est quoi Scott, pourquoi, les raisons. Parce que, tu sais, veut pas Scott, il représente son client. Puis ça va être le fun d'en parler un petit peu par rapport aux équipes. C'est qui a peur de lui ou qui ne veut pas en parler, négocier avec lui, des choses comme là, ça. tu vas-tu me surprendre parce que je viens de dire que je veux qu'il soit banni à vie, qu'il va apparaître au show tantôt, puis on va sous-titrer tout ce qu'il va dire. Non, mais je suis content qu'on en parle parce que, honnêtement, je pense que les Pirates montrent une belle volonté avec le contrat de Brian Reynolds qui lui ont fait signer au camp d'entraînement. Je suis pas sûr que Washington est aussi commis. On pense que Washington a beaucoup plus d'argent, mais regarde la vente de feu. Moi, prédiction personnelle, je pense que les Pirates vont faire les séries avant les Nationals. Mais regarde, sais-tu quoi? Ça, c'est notre tease, puis on regardera ça. T'as raison là-dessus, je pense. Oh! Par rapport aux playoffs avant, Nationals, ils vont être dans les playoffs après les Pittsburgh, ça, c'est sûr. Carrément. Donc, on va faire un gros ménage là-dessus, je pense. Yes. Et là, on commence l'émission, puis là, je suis encore dans mon débat de lunettes ou pas lunettes. En fait, ce que je me rends compte, c'est comme quand je mets les lunettes, on prend plus au sérieux. Et quand je mets pas mes lunettes, je peux dire ce que je veux, puis ils font « Ah oui, c'est Maxime Martin ». Match des étoiles, présentement, c'est vraiment juste... je pense qu'on vient de jouer une demi-manche, fait que c'est vraiment le début. Tu as participé 3 fois, toi? Oui, 3 fois. J'ai eu la chance de participer 3 fois. La première fois que j'étais à Milwaukee, c'était le fun. C'est vraiment... La première fois que tu te rends là, tu sais pas quoi t'attendre. Tu arrives là, puis tu as genre un pas Vladimir Guerrero, tu as un Sammy Sosa, Barry Bonds, Mark McGuire, tous des big guns. Tu sais, des gars que quand moi j'étais jeune, je me dis qu'un jour, j'aimerais ça rendre les majeurs. Puis tu penses jamais de te rendre les majeurs, de te faire le All-Star Game, d'être dans le même clubhouse que tous ces joueurs-là. Puis c'était vraiment incroyable. Puis j'étais tellement nerveux. Mais qu'est-ce que j'ai pas réalisé, là, c'est comment que ça coûte cher les tickets All-Star Game quand tu es un joueur de première ou deuxième année. Pour inviter la famille, tu veux dire? Ils vous donnent pas des billets? Il en donne 2. Il en donne 2 billets. Tu me niaises. Sinon, on aurait 20, 25 ans. À un moment donné, il y a des limites. Ouais. Tu veux pas, tu veux que ta famille se présente. Fait que, c'est vraiment une belle expérience. T'as invité combien de personnes? Je pense qu'on était une dizaine. Je pense qu'il y avait des amis. Pas coûté plus cher, ouais. T'étais quelle année? C'était ta première année comme closer ou c'était ta deuxième? Ma première année en tant que closer. Fait que genre ma 3e année des majeurs. Fait que j'étais encore un salaire un petit peu... On ne dira pas un petit salaire parce que le monde va être insulté un petit peu, mais c'est un salaire oui, moi-même, je vais être insulté. De première, deuxième année. Fait que, c'est plus dur un petit peu quand tu n'as pas de bonus et rien. Ça coûte 50 000 pour un All-Star Game. Fait que j'avais pas de bonus non plus. Mais c'était vraiment le fun. C'est une belle expérience. Je pense que c'est la game qu'est-ce qui est intéressant, c'est la game à Milwaukee. C'est là qu'il y a une tie game. C'est là que Bud Selig, dans son propre stade, s'est fait tuer. Parce qu'il était-tu propriétaire ou il était président des Brewers? Non, il était vraiment le commissaire du baseball. Oui, mais avant, il était associé aux Brewers. Avant, sa fille était propriétaire, je pense. OK. Aucun conflit d'intérêt. C'est correct. Non, pas du tout. Non, mais lui, tu sais, lui, il était propriétaire ou sa fille était propriétaire, puis lui, il a été rendu commissaire du baseball. Il y a eu un tie game. Je pense que je ne sais pas c'est quoi exactement le score, mais c'était vraiment, là, il s'est fait tuer. L'année d'après, c'est-tu l'année d'après ou je pense que l'année d'après, j'ai fait de l'All-Star encore à Chicago. C'est là que la première fois qu'on dit hey, « This time it counts », quand j'avais 84 saves en ligne là, dans le milieu. Mais là, c'est là que c'est la première fois. Mon seul blown save que j'ai eu, c'est vraiment contre Aim Blaylock. C'était à Chicago, un changement de vitesse à l'extérieur. Pendant le match des étoiles? Ah, oui, pendant le match des étoiles. Fait que dans le fond, j'ai eu 84 en ligne, mais qui comptait. J'en ai un dans le milieu de ça, que j'ai un blown save. Match des étoiles. C'était qui encore qui a frappé contre toi? Hank Blaylock. Hank Blaylock? Oui, c'est un bon joueur de Texas Rangers. C'est un jeune. Il était vraiment bon quand il était jeune. Il n'a pas joué longtemps, Blaylock, si je ne me trompe pas. Je dirais un 7-8 ans maximum. Okay. Mais il était blessé à sa fin de sa carrière. Il était vraiment un bon joueur, un 3e but. Blaylock. OK. Écoute, tabarouette. OK, on va faire mes devoirs. Fait que c'était mon expérience. Fait que tu signes des autographes. C'est le fun. La première et la deuxième, c'est le fun. Mais après ça,
tu as besoin de tes jours de congé, tu aimes mieux avoir un petit peu des jours de congé. Fait que t'es là c'est un petit peu moins excitant, mais c'est vraiment quelque chose. Pour vrai? T'es content, mais tu te dis, hey, quand c'est long, là, c'est long une saison. Là, fait que tu te dis, c'est quoi? Tu sais, t'as 3 jours de off, que tu peux aller à Cabo, que tu peux aller quelque part avec ta famille, quelque chose de le fun, puis là, dans le milieu de ça. Fait que tu sais, c'est. Pour ceux qui se posent la question, quand Eric dit Cabo, Père de los Cabos, c'est au Mexique. Fait que c'est ton. Ouais, exact. Mais tu sais qu'à chaque émission, on est rendu à notre 6e ou 7e podcast, Simon va me le dire. Parenthèse, c'est là Maxime Dion qui nous demande comment ça va sur TikTok. Gênez-vous pas, TikTok, Instagram, Facebook. Dites-nous bonjour, c'est notre 6e épisode. À chaque fois, t'essayes de trouver une façon de faire pitié. Ça ne fonctionne juste pas. La longue saison du baseball majeur. On aimerait ça, peut-être avoir une petite larme, Eric. On essaye, on se force. On pourrait même. J'en ai pas besoin de pitié, correct. Mais la 3e, sérieusement, c'était moins. Parce que, bon, la première, je peux comprendre, mais. Tabarouette, c'est quand même, l'Amérique du Nord qui te fait dire, man, on t'aime assez qu'on veut t'envoyer là. C'est un privilège, c'est un honneur de ça là. Je chiale, c'est sûr que je chiale de même, mais. Parce que comme moi, t'es rendu un vieux grognon, c'est pour ça. Exactement. On est là pour chialer, on est là pour critiquer. C'est ça qu'on fait ici dans le show de baseball. Non, mais c'était vraiment incroyable. J'ai regardé la game hier, puis c'est le fun de voir les changements qui est arrivé. T'as-tu regardé le home run contest un petit peu? Ben oui, on l'a regardé ensemble, dude. Ah non, je veux dire, début. Non, moi, je suis arrivé, je t'ai appelé, on s'est fait un FaceTime, on était rendu au début de la 2e ronde. Moi, ça fait longtemps que je n'avais pas regardé un home run contest, mais qu'est-ce qui était un petit peu différent? Je vais t'en parler un petit peu. C'était-tu aimé les changements? Par rapport dans le temps, c'était 10 retraits qu'il avait besoin de faire. Beaucoup de monde, dont notre chum Eric Sims qui est venu à l'émission, parle de ramener ça aussi. 10 retraits, on va l'expliquer. C'est-à-dire que tu frappes un roulant ou une balle qui n'est pas sortie, en fait. C'est pas un home run, si tu swings, c'est pas un home run, c'est un retrait. Exact. Il y en avait 10, puis il faisait genre 3 ou 4 rondes. Les mêmes choses de ronde, je pense, mais c'était pas un temps. C'était pas un timer. Fait qu'hier, ce que j'ai regardé un petit peu, c'est les joueurs qui étaient plus avaient un short swing, qui était plus rapide, puis que le lanceur lançait plus vite, il y avait plus de chances de frapper, parce que veut pas, tu prends plus de swing. Fait que c'était intéressant, c'était le fun à voir. Puis j'ai mis un petit peu d'argent en plus. J'ai mis un petit peu d'argent sur. J'ai mis Vladimir Guerrero, puis j'avais. Tu m'as pas dit ça, tu m'as dit. Ouais, c'est ça. J'avais les deux. J'avais un long shot qui était mon Randy. Je vais te dire tout croche encore. Là. Arizona. Arizona. Randy Arizona. J'ai pas été mieux que toi. Arizona, c'est ça? Arizona. Randy Arizona. Oui, exact. C'est son surnom, exact. Exactement. Fait que lui, j'avais mis l'argent un petit peu sur lui. Fait que c'était le fun. Les deux, ils sont rendus en finale. Un contre l'autre. Exactement, un contre l'autre. C'est vraiment le fun. J'ai bien aimé ça. C'est sûr qu'il y a des changements qu'on parlerait. On parle de c'est quoi les changements qu'on ferait. Le time, j'aime-tu ça, t'aimes-tu pas ça? Moi, j'ai adoré ça. J'ai eu de la misère à suivre, c'est parce qu'à un moment donné, il y en a qui ont une extension. C'est genre, je pense que si tu te rends à 20 ou 25, je me souviens plus, c'est quoi, peut-être 30? Non, c'est si tu as 440 pieds, au-dessus de 440 pieds. On te rajoute 30 secondes. 30 secondes. Si t'en as 2, c'est 1 minute et demie, je pense. Fait que, tu sais, c'est quand même bien. J'ai bien aimé ça. On peut tout le temps on va tout le temps chialer. Il y a tout le temps des changements qu'on aime mieux ou moins. Mais c'était vraiment le fun. C'était vraiment un beau show. Puis ça a vraiment grandi énormément. Tu vois, le red carpet, c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait. En plus, avec les social media, les joueurs qui sont vraiment impliqués, c'est le fun à regarder. Puis on a notre Vladi national qui a gagné le championnat. C'est ça, je regardais parce que lui, il a le record, pas cette année. Il y a quoi, je pense, c'est 2-3 ans quand il l'a fait. Il y avait eu 91 circuits sur les 3 rondes. Il avait perdu en finale. 91. Son père avait gagné à l'époque, parce que là, évidemment, ce qui est vraiment fascinant, c'est que c'est papa et fiston qui se partagent le même titre. C'est la première fois? Je ne sais pas si c'est la première fois que c'est arrivé. Oui. Ouais. Et Vlad avait gagné avec 17. Nice. Fait que je pense qu'à l'époque, c'est genre tout le monde avait juste une round. Il devait avoir des règlements un peu comme les 10 out. Écoute, 91 à 17, on s'entend-tu que c'est une sacrée différence, tu sais, parce que moi j'aime ça. En plus, avec les balles qu'ils utilisent, c'est vraiment les balles, c'est vraiment incroyable. Là. C'est comment elles sont beaucoup plus dures, c'est vraiment pour le show là. Mais pour vrai? Oui, les balles quand tu lances avec All-Star Game. Tu dis dans ton temps ou maintenant aujourd'hui? Excuse-moi, j'ai dit dans ton temps, je voulais pas dire. Dans mon vieux temps, oui, je pense que c'était. Dans mon vieux temps, la balle était complètement différente. C'était des balles de tennis, à vous. C'était des balles de tennis à l'époque. Des balles de golf. Des balles de golf. C'est dangereux. On l'a vu, les enfants, dans le champ hier. Hey, il y en a un qui l'a mangé sa gueule, man! La tête, tabarnouche.
Non, mais Hey, tu peux pas mettre, surtout les Non, enfants je jure, d'aujourd'hui, là. ici, ils sont tous TDAH, ils sont tous ces médicaments, t'en fous 50 dans le champ. Il y en a, ils vont en manger une sa gueule, c'est ce qui est arrivé hier. Les balles arrivent vite. Là. Les 110 000 à l'heure, là, off the bat, là, puis Ben. les mères, ça vient vite. As-tu vu les gars qui ont participé hier? Je veux dire, on en parlait parce que, comme je t'ai dit, quand je suis arrivé, c'était Julio Rodriguez des Mariners contre j'oublie l'autre, mais... C'était pas. Non, parce que- Mookie, peut-être? Non, Mookie était déjà sorti. Mookie est sorti en première ronde. C'était Julio contre... En tout cas, peu importe. Et, tu sais, Arizona, Julio... Tabarouette, mais c'est des pièces d'hommes. ça. T'as-tu regardé ton kid de Baltimore? Rochman! Wow! Hey, Wow, man! Son père qui lance, merci beaucoup pour le moment, petit pincement au cœur. Et en plus, frappe des deux côtés. C'est incroyable. Ça, je me disais, moi, je savais pas qu'il était switch hitter. Tu m'en avais parlé un petit peu. Je parlais avec Jackson, mon gars qui était ici. On a regardé en game ensemble, puis on gageait un petit peu un contre l'autre. Il gageait sur un joueur, moi, je gageais sur l'autre. Puis il me dit, il est switch hitter. Je dis, c'est le fun de le voir, switch hitter. La première ronde, il switch de bord, il frappe 8 circuits, je pense, en 9 balles. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. C'était le fun. J'aurais aimé ça le voir gagner parce que juste faire ça, c'est incroyable. Là. Ben, en fait, en regardant, son père lançait quand même. Tu sais, la plupart des gars pognent la balle, ils la lancent. Mais son père, il allait vraiment avec l'émotion. Je pense qu'il voulait vraiment vivre le moment avec son fils. Fait que, tu sais, je pense qu'il a le droit à moins de balles qu'il en aurait voulu. On a notre chum Alex Agostino qui est prêt, mais avant, je veux quand même qu'on fasse un petit round-up. Hey, il y a une petite affaire que je vais te parler. T'as-tu regardé Je sais que tu l'as pas regardé, ça c'est sûr, là. Le match des futurs. Oui, j'ai regardé. Pourquoi tu m'accuses de quelque chose? Oui, je l'ai regardé avant-hier. Pas pour mes homework. Non, le HBSC, c'est comment ça s'appelle? HBSC, c'est quoi sur le chandail? C'est... J'ai pas vu ça. Mais oui, j'ai regardé une partie de ça. C'est évidemment les... Juste vite, t'as-tu regardé un petit peu les strike zones avec le robot umpire? Ah non, j'ai pas remarqué ça. Ah, c'était vraiment intéressant. Ça, j'ai vraiment trouvé ça. Je l'ai mis sur mute parce que je travaillais en même temps, fait que je voyais juste les images. OK, attends une minute. OK, fait que là, ils ont testé les robots, puis... Ben oui, c'était incroyable. Tu sais, moi, je suis contre les robots complètement, mais qu'est-ce que c'est le fun? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que les joueurs, le frappeur, c'est soit le frappeur, le catcher ou le lanceur qui pouvaient demander un replay sur chaque pitch. Il y en a eu deux, ouais. j'en ai vu 2 ou 3. Puis les 2 ou 3, le premier, je pense qu'il y en a eu 2. Les 2 premiers, il avait raison. Le frappeur avait raison, il a demandé de checker. Puis ils ont checké, ça a pris genre 3-4 secondes maximum parce que c'est quasiment automatique. Ouais. C'est vraiment cher parce que moi, la façon dont je l'ai vu, moi, j'essaie de caler les pitches. Puis à la TV, c'est sûr, c'est un angle différent. Mais le premier que j'ai vu qui a collé une balle, moi, je pensais que c'était une balle. Le jeune a demandé un replay. C'était une balle. On l'a vu sur le replay, c'était une balle genre, en bas de la zone de ça. Puis un autre jeune après qui a lancé une slider. Ça, c'est un petit peu que la slider qui était haute. Moi, je pensais que c'était une balle parce que c'était un mauvais lancer, mais elle a touché le haut de la zone. Puis c'était une prise. Fait qu'ils ont mais c'est quoi le règlement précis? C'est-tu, il faut que la balle touche... Il faut juste qu'elle touche le coin. OK, c'est même pas plus que la moitié de la balle dans la zone. C'est juste... qu'elle touche. Il faut juste qu'elle touche. C'est Okay. comme dans le temps qu'on dit sur le black. C'était vraiment intéressant parce que, tu sais, on a parlé beaucoup. Moi, je veux pas un robot, mais si c'est les joueurs qui sont dans l'action, qui demandent le replay, qui demandent comment on appelle ça en français? La reprise. La reprise. On te suit pareil avec le mot replay. Vive le bilinguisme des réseaux sociaux. Mais attends, mais juste une parenthèse, parce qu'on n'a pas regardé la même game. Moi, j'ai regardé la celle que c'était encore des joueurs de collège et tout. Fait que j'ai pas regardé le Futures Game. Fait que s'il y avait le robot, mais y avait-tu un humain derrière la plainte? Oh oui, c'était pareil, exactement. C'était juste la même chose, sauf que... Fait que l'humain, il fait quoi? Il fait juste semblant d'être là? Oh, il colle toutes les pitches. Toutes les pitches sont collées. Sauf que le joueur demande une reprise si lui pense qu'il était balle ou prise. Puis après ça, ils vont à TV le replay, puis il se fait dire oui ou non, balle ou prise. Ça, j'adore ça. C'est incroyable. Ça, s'ils vont emmener les robot umpire, faites-les comme ça. C'est la meilleure façon de le faire. Ça a vraiment bien marché. Puis je suis vraiment surpris parce que je pensais pas que c'était aussi bon. Moi, je l'ai juste vu à TV. Là. C'est peut-être différent un petit peu live. Mais le voir à TV, tu voyais vraiment sur le coin, on voyait la balle lui toucher. Moi, je le voyais, tu sais, je suis habitué de voir les angles un petit peu. Ouais. Fait que, tu sais, c'était vraiment fun à voir parce que moi, je suis un old school un petit peu. J'haïssais ça, les robot umpires. J'étais complètement contre ça peut-être 2-3 semaines. Puis là, j'ai vraiment changé ça. C'est le fun à voir. Hey, toi, t'es old school. Moi, je ramènerais mes uniformes des White Sox des années 20 j'obligerais tout le monde à avoir les pantalons jusqu'aux genoux. Puis, non, je niaise. On va faire un show de Jackie Robinson. J'ai un beau chandail de Montréal, numéro 9 de Jackie. Pas vrai? Ah oui, il est ici. Je ne l'ai pas monté. On va sortir. Ben moi, le seul chandail des Dodgers que j'ai, tu vas être content, j'ai un chandail des Dodgers. C'est à la maison avec le numéro 42 pour Jackie. Nice.
Avant qu'on aille, Alex, je suis juste curieux parce que hier, est-ce qu'on montrait le pourcentage de fois que l'arbitre humain, si je peux pas croire que je suis en train de dire ça, on est vraiment en 2023, l'humain versus la machine, à quel point est-ce que c'était... il a fait le bon call à quoi? 97 82 Ils l'ont pas montré, mais pour le vrai, là, si on regarde vraiment les statistiques, à chaque fois qu'il manque, d'après moi, il en manque 2-3 par match sur 200-250 lancés. C'est ça, c'est 90, c'est au-dessus de 95 de moyenne de... Minimum. Exact. Moi, parce que faut pas, c'est bien beau, on veut chioler à chaque fois qu'il y a un mauvais lancer, mais à chaque fois qu'il y a un bon lancer sur le coin puis qu'il call, c'est rare. Même les replays au premier but, deuxième but, là, quand il y a bang play, les gars, ils sont là. Ils sont vraiment bons. Là. On parle des gars qui sont dans le show, évidemment, en tant que joueurs, mais les arbitres, c'est la même affaire. Là, je veux dire, ils ont fait leurs preuves, ils ont passé tous les échelons. Je veux dire, ils ont commencé quand ils étaient jeunes. Ils ont vécu les voyages d'autobus. En fait, les autres, ils sont même pas en autobus, ils sont en char. Puis, ils ont vécu, c'est quoi, se pogner un Big Mac sur le coin de la... Facile. Exactement. Hey, tellement content d'accueillir notre premier invité. Là, Simon, j'ai été vite. Fallait-tu que je mette le segment Playball? On commence au jeu. On y va-tu? On fait-tu? Oui. Vidéo? Oui. Simon veut peser sur Play. On fait ça pour que Simon s'amuse parce que sinon il se pogne le cul puis il remet toute son existence en question. Puis là, tout ça. Alex Agostino, comment ça va? Ça va fatigué, mais ça va bien. Quand j'ai l'occasion de parler à Maxime Martin et Éric Gagné. Éric, les souvenirs me viennent à gauche pas à droite, ça fait plus de 30 ans. Midget 3, championnat canadien à Trois-Rivières. Ben non! De Brampton avec l'équipe nationale ensemble, des voyages en Floride avec l'Académie. Ça passe dans ma tête vite. Puis je suis d'accord avec toi à 100%. Les robot umpires, on n'en veut pas. Mais quand c'est les joueurs qui déterminent puis qui font du coup c'est la casquette ou c'est eux autres qui décident, on a le bon call. Ça, je suis 100% parce que c'est les joueurs qui décident. C'est pas quelqu'un qui est caché en vidéo puis qui dit au gérant « Ah, fais la reprise. » Ça, j'haïs ça. Les gens qui jouent, le receveur, le lanceur comme toi, le frappeur, parce que les frappeurs sont bons quand ils sont outside, là. Puis tu l'as dit, ils sont souvent 97-98% du temps. Ils ont raison. Ben, j'ai adoré cette intervention-là, Éric. Ben, en plus, tu sais que moi, qu'est-ce que je ferais? Je le ferais sur toutes les reprises au complet. Je le ferais même au deuxième but, que ce soit les joueurs qui ne font pas d'attente, pas des choses comme ça, que ce soit vraiment les joueurs. Pour moi, c'est le fun parce que aussi, tu vois les joueurs intelligents puis les joueurs en première manche qui s'excitent un petit peu trop. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs. Non, mais c'est vrai, tu as des jeunes qui arrivent des majeurs, ils sont tous excités, ils pensent qu'ils ont fait un double, ils pensent que la balle est trop basse, puis la balle est drette là où ils n'ont pas un double en tout, ça, il était mort. Mais c'est le fun, le nombre de offensif et défensif d'avoir ça. Ouais, le nombre de parties collégiales que je vois maintenant, disons, à travers la côte Est, là, à chaque fois qu'il y a un jeu, une glissade aux deux, tous les joueurs, la moitié du temps, c'est l'arbitre, de 95% du temps, l'arbitre, parce qu'au collégial, ils ont les replays. 95% du temps, les arbitres ont raison, mais les joueurs, c'est sans arrêt. À un moment donné, faut que tu apprennes, faut que tu connaisses le score, faut que tu connaisses la situation. Puis ça, c'est les baseball instincts. Écoute, tu as ouvert une porte quand même intéressante. Je savais que vous connaissiez depuis un certain temps, mais là, tu m'as dit Midget 3. La première fois que tu as vu Éric gagner, c'était Midget 3. Ouais, ben moi, quand j'ai fini l'université, mes premiers jobs, je travaillais au Cadillac à Brossard avant que je m'en vienne à la fédération comme directeur technique. Puis mes premiers rôles, c'était le Midget 3A, Éric qui jouait pour l'équipe à Montréal, si je ne me trompe pas. Ben c'est vraiment le championnat canadien à Trois-Rivières où on évoluait contre des joueurs de 18 ans. Puis Éric avait, je sais pas si c'était un blanchage, mais on avait battu la Colombie-Britannique. Moi, j'étais le GM, chef de mission dans les estrades. Un petit gars de 16 ans qui lançait à 90 000 à l'heure à ce moment-là. Il lançait pas 82 000 à l'heure. Toute une performance pour donner la médaille d'or au Québec. Je m'en rappelle, je connaissais les adversaires, les équipes d'Ontario puis de Vancouver, puis tout le monde était « Comment vous nous battez avec une gang de 16 ans? » Parce qu'on les développe, parce qu'ils sont bons. Vous allez connaître le nom d'Éric Gagné, puis... Après ça, on a été ensemble avec l'équipe nationale au championnat canadien à Brandon. Éric a frappé un circuit, même comme frappeur supplémentaire au Brésil. C'est vrai, j'ai oublié ça. T'as oublié des bouts de ta carrière, Gags, come on! Mais Éric est venu. John Hart, le gérant, membre du staff de la Rugby canadien, il dit « Qu'est-ce que t'en penses? » Écoute, Éric, il est fort, il frappe aussi, puis il était venu, il a frappé un circuit. Il y avait Ryan Dempster dans cette équipe-là. Voyons donc. Ryan et Éric, là. Malheureusement, on avait perdu contre les États-Unis en 12 manches, 7-6. Dans le match qui nous aurait propulsé dans les 4 premiers vers une médaille, mais un des bons souvenirs. Puis dans
ce tournoi-là, c'est quand Éric parlait peut-être pas beaucoup anglais, il s'en allait au collège américain par la suite, il m'avait donné le téléphone à un moment donné. Il dit, je m'en vais à ce collège-là, mais le coach, je le comprends pas. Coach Simmons, je sais que tu l'as compris par la suite, tu parles très bien anglais. Il dit, qu'est-ce qu'il veut? Ben, il veut que tu t'en ailles, tu t'en vas tel jour, il te donne ton scholarship, puis merci, coach. Ah, OK. Non, mais c'est beau comme histoire, tu sais, parce qu'imagine, t'es jeune. Non, écoute, c'était tellement le fun. Mais moi, je connais des kids qui ont dit non des collèges américains parce qu'ils avaient peur d'être confrontés à leur manque de connaissances de l'anglais. Fait que, tu sais, quelqu'un comme Éric qui fait, garde la marde. Moi, j'ai un rêve. Même si je dis yes, no, toaster, je vais apprendre les autres mots puis je vais enfoncer. Ah non! Les Dominicains qui viennent au. Tu sais, Éric, t'as joué avec des Dominicains qui ne parlaient pas anglais au début, tu sais. Faut que t'apprennes. Je dirais qu'aujourd'hui, 30 ans plus tard, les jeunes Québécois, là, ils ont fait du chemin, là, tu sais. Ils sont beaucoup plus alertes. Des gars comme Éric, des gars comme Russell Martin ont ouvert la porte à ces collèges-là. Le nombre de joueurs qui sont allés au collège Seminole où Éric est allé, c'est à cause qu'Éric Gagné a ouvert les portes. Chipola College où Russell Martin est allé. Les coachs-là, ils en veulent d'autres, Éric Gagné, d'autres Russell Martin, puis la centaine de Québécois qui sont allés après, qui ont eu du succès, c'est à cause de ces gars-là, tu sais. Éric, c'est pas d'hier qui ouvre des portes, qui a la main sur le cœur, c'est une bonne personne, c'est tellement trippant de voir... Il fait la même chose avec moi présentement, il m'ouvre des portes, il me prend sous son aile. Je te remercie, Alex. Mais ça, c'est le fun. Parce que tu veux pas, là, tu essaies de redonner. Tu vois des jeunes qui te suivent, qui, je veux pas dire ils t'idolisent, mais qui suivent ton chemin que tu as suivi. Puis ils n'ont pas peur. Tu sais, j'arrivais là, c'est dur en anglais. À Seminole, en Oklahoma, c'est pas comme genre, je m'en vais juste à New York en anglais. Là, c'est vraiment dans le milieu des États-Unis. C'est une belle expérience. Je pense que Taureau était là-bas. Il y a beaucoup de jeunes Québécois qui ont suivi après. Puis Russell, la même chose. Fait que ça, c'est la moindre des choses qu'on peut aider les jeunes, au moins de donner une opportunité comme tu fais justement en tant que scout avec les Phillies. Puis c'est vraiment le fun. Puis je vais même faire une petite parenthèse parce que je pense que tu sous-estimes aussi, tu sais, Éric, parce que souvent quand tu rêves, tu sais, j'ai eu le même exemple quand j'ai commencé dans le show business, tu sais, je venais pas d'une famille où, tu sais, sans dire que tu étais né pour un petit pain, c'est pas des affaires à laquelle tu vas rêver, mais tu sais, justement, des gars comme toi puis Russell, ça en prend juste un ou deux qui ont dit « Ah, il a fait ça. » Là, tu viens d'alimenter une génération complète. C'est sûr. Sûr et certain. On l'a vu avec Vladimir Guerrero Jr. qui gagne le concours des circuits. On sait que c'est pas un Québécois, là. Mais il est né au Canada. Il est né à Montréal. L'autre affaire, c'est que les gens le suivent au Québec. Pourquoi? Parce qu'il joue pour les Blue Jays. Tu sais, les gens regardent ça. Pourquoi c'est pas moi? Tu sais, pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est pas moi le prochain Éric Gagné, le prochain Russell Martin? Mais on a eu, tu regardes depuis ces temps-là, Éric, quand il était à l'Académie de baseball Canada au début de sa carrière amateur, puis moi j'étais coach avant que je commence avec les Expos, bien, il y a eu une quinzaine de joueurs qui ont joué dans les majeurs. C'est un succès fou. Là. Il y a des États aux États-Unis qui n'ont pas ça. Puis ça commence quelque part. Ça a commencé dans ces moments-là. Moi, je suis tellement heureux, tellement privilégié d'avoir pu commencer avec ces gars-là, coacher ces gars-là, même repêcher Russell Martin. Malheureusement, les Expos ont décidé que c'était un joueur collégial puis ils l'ont laissé filer aux Dodgers par la suite. Mais les choses arrivent pour une bonne raison. Ouais. Les choses arrivent pour les raisons parce que peut-être si Russell avait été signé par nous, les rednecks qui coachaient à ce moment-là auraient dit « Ah, il est signé parce qu'il est québécois ». Non, mais c'est la vérité. Pour vrai? Caché mes années avec les Expos auraient dû être les meilleures de ma vie, mais ils m'ont fait grandir, m'ont vu que c'était une business puis que, je vais dire, quand Éric Gagné a signé avec les Dodgers, là, Richard Raymond, qui était entraîneur avec l'équipe nationale, était sur place à Edmonton. On avait notre dépisteur international, Fred Ferreira, sur place. Alors, évidemment, Richard Raymond me donnait toute l'info. Moi, c'était ma première année avec les Expos. J'avais dit à nos scouts, « Hey, ce gars-là, il faut le chercher, tu sais, parce que faut le regarder. C'est un talent, c'est un gars du Québec. » Fred Ferreira, qui est un bon scout, dit « Ah, je l'aime, Éric, mais j'ai 5000 $. Alors, je savais qu'est-ce que les Dodgers offraient. J'ai dit à Richard, il m'appelle, dit « Qu'est-ce qu'il devrait faire? » Veux-tu, j'y donne le crayon? J'ai dit, signe. Attends pas les Expos, là. Ils ont pas une scène. Ils s'en vont pas d'une part. Ils s'en allent où il est désiré. Puis par la suite, c'est vraiment l'important, c'est le jeune joueur. Puis, fait qu'on aurait pu avoir Russell et Éric. Imagine ce que ça. Russell et Éric avec les Expos. Imagine l'impact sur le baseball au Québec. Tabarnak, on aurait même un nouveau stade! Oui, mais quand tu es géré par des outsiders qui ne comprennent pas ça, puis quand tu as un président, Claude Brochu, qui comprend pas ça, même s'il est québécois, ben, tu sais, moi, ça me fait mal au cœur parce que les Expos sont partis, mais je travaille pour les Phillies.
Les autres, c'est les joueurs. Là. À Philadelphie, on en parle de joueurs. Tout le monde veut jouer pour les Phillies qui restent dans le coin. On a des appels draft. On fait attention. Les Phillies s'occupent de RBI Baseball. On a des terrains qu'on commandite pour les jeunes qui ont pas d'argent, qui vont jouer. Ben, il y en a 2 qui ont été repêchés aujourd'hui. Les 2 étaient venus à notre workout de pre-draft. Mais tu sais, il y en a un qui était repêché par, je pense, les Tigers. La personne qui s'occupe de ce programme-là était dans le bureau aujourd'hui. Tu aurais dû voir son sourire quand ce kid-là a été repêché. C'est un kid qui a joué Little League, toutes les ligues que les Phillies ont payées parce que ses parents n'avaient pas l'argent. Mais il a été capable de jouer, il a été développé. Parce que les Phillies payent les terrains. Les Phillies s'assurent qu'il y a des coachs, une académie avec des cages intérieures pour que ces gars-là s'entraînent l'hiver. Parce qu'ils ne peuvent pas payer les 10-15 000 dans les travel teams. Ben oui. Alors ça, c'est des choses que les Expos le faisaient un peu avec l'académie, donnaient de l'argent. Mais quand ça venait à des réunions ou de parler à un gars du Québec, mon boss qui venait d'Oklahoma ou d'Arkansas ou du Texas, il y en a un qui m'a déjà demandé Hey, on s'en va dans le 3 à Ottawa, je coach là. Y a-tu des lacs au Canada? Non. J'ai même pas répondu. Ben non. Ah là, 95, c'est un vieux. C'est comme. Au moins, il a pas dit les ours polaires, ça répète ça aussi, là, tu sais. Fait que, c'est pas mal ça. Mais tu sais, ça, c'est loin. La beauté, c'est qu'Éric a fait son chemin. Beaucoup de Québécois ont fait leur chemin. Le baseball est en santé au Québec. Les jeunes jouent. 2 kids repêchés dans les 3 dernières journées. Une couple d'autres qui auraient pu l'être, mais il y avait des demandes peut-être, je dirais pas exagérées, mais des demandes qu'eux avaient le droit d'avoir parce qu'ils s'en allaient dans des collèges futurs. Il y a de plus en plus de Québécois qui jouent dans les collèges américains. Ouais. Le rêve est là. Des grands programmes aussi, là, pas juste du 1-2A ou Division 2. Là. On parle de Division 1. On parle justement de Jérémy Pilon avec Alabama quand même. Là, fait que, Auburn University, des bonnes places. Louis-Philippe Langevin de la région de Québec s'en va à Louisiana Lafayette, c'est Division 1. Exact. Il y a eu des bons moments, il était sur notre draft board, on était en contact avec ses représentants. Ça parle, puis ça continue. Ça vient tout du début quand il joue. Ça vient des bons programmes bien gérés à travers le Québec et de l'académie. Écoute, les gens, des kids m'en parlent encore, Eric, quand ils sont allés en Arizona avec toi, là, c'était comment je te dirais, le souvenir de leur vie, là, le moment. Il y a des parents que je connais là-dedans, ils m'ont dit, mon gars, arrête pas d'en parler. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. Et ça fait du bien à entendre. Puis je sais pas si toi tu l'as entendu, mais les kids ont été vraiment choyés. Ben, tu peux t'imaginer, je veux dire, je pense qu'on peut être fier de l'ABC ici au Québec. Il y a quand même un effort. Il y a des gars comme Max Lamarche, Carl Gélina, Kevin Young, à qui on a parlé, qui se battent, ils se débattent. Puis ce que j'aime, c'est que tu viens de parler justement de ce que les Phillies font pour encourager le baseball mineur autour de la ville de Philadelphie, pour donner, rendre ça accessible à tout le monde. C'est un message que j'aimerais ça, évidemment. Puis pas juste pour le baseball, mais pour bien des sports. On sait que le hockey, c'est plus accessible comme avant. Le hockey est un sport de famille riche, de famille aisée. Fait que, il faudrait une façon de développer. Fait que j'espère que présentement, pendant qu'on parle, il y a peut-être des gens du gouvernement au Québec qui nous entendent. On écoute. Ah non, silence de cricket parce que tabarnak, on s'en calisse. Nous autres, les Québécois, on aime ça regarder le sport dans les estrades, pas sur le terrain. C'était mon éditorial du jour. Merci beaucoup. Ça m'a fait du bien. J'ai pu me vider le cœur. Alex, je vais attendre parce qu'il y a une raison pourquoi je porte un chandail des Pirates aujourd'hui. Je vais peut-être te forcer la main tantôt, mais pas tout de suite. Je vais commencer en douceur. Moi, je veux savoir, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, puis après ça, je sais qu'Éric va en avoir long à dire. On sait qu'évidemment, avec le succès de l'équipe des Phillies l'année passée, vous avez repêché tard en première ronde. Quand tu arrives à ce moment-là, et quand tu as une équipe aussi complète, parce que moi, ce que j'aime des Phillies, vous êtes une belle balance. On est capable de payer des gros salaires, de faire des gros contrats. Je pense à Real Muto, je pense évidemment à Harper, ça serait, je veux dire. Mais il y a toujours de la place pour développer le talent. Fait que tu as comme une stabilité de par le fait que tu as quand même un noyau assez profond. Fait que quand vous arrivez, vous autres, tard en première ronde, moi, je suis vraiment curieux de savoir c'est quoi le débat entre un joueur de high school, d'école secondaire, on sait que ça va être plus long, puis un joueur collégial. À quel point est-ce que ça pèse dans balance la rapidité à laquelle vous voulez voir le gars arriver dans les majeurs? Écoute, notre nouveau directeur du dépistage, Brian Barber, qui a été un choix de première ronde high school à Orlando dans les années 90, qui a joué dans les majeurs un peu, blessé, il a été dépisteur avec les Yankees longtemps. C'est son 4e repêchage en chef. C'est 4 fois qu'on prend un gars d'école secondaire. Okay. Pourquoi? Parce que c'était le joueur le plus talentueux sur place. Mais l'autre affaire, c'est que oui, ça peut peser dans les équipes. Nous autres, non. Mais nous autres, on choisissait 27e. Avant que notre choix arrive, notre board a explosé. On avait 2-3 autres gars qu'on pensait être sur place, arriver. Les 5 derniers picks avant nous là, ont été bang, 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 bang. Et là, c'était comme wow. Mais nous, je pense qu'on a frappé un grand chelem cette année. Aiden Miller, 19 ans, joueur d'école secondaire, un peu plus vieux. C'était le meilleur joueur, le meilleur frappeur d'équipe nationale américaine l'année passée. Je l'ai vu, je pense, 10 parties. Même s'il ne fait pas partie de mon territoire, je
Je l'ai vu dans tous les events que l'équipe m'envoie. Il était premier sur ma liste en termes de frappeurs que j'ai vu des gars secondaires. Ah, ouais. Mais il était premier sur beaucoup de gars. La saison commence, il joue une couple de matchs, il se fracture la main, le hamate bone. Il est fini pour l'année. Il manque sa saison. Il revient juste à temps pour faire des workouts. Il a fait un peu le tour des États-Unis. Il est allé frapper des bombes dans tous les stades. Il n'est pas venu aux notes parce que son agent a dit aucune chance qu'il se rende à 27. Aucune. Mais il s'est rendu. À cause de la blessure, il est plus vieux, des équipes sont allées des gars de collège. Puis quand il est arrivé là, mais nous, on a un montant d'argent. Nous, notre pool était 2,9 millions pour notre choix. Mais son agent nous appelle. On a un deal avec une autre équipe en arrière. Il y a toutes sortes de négos parce que nous, on avait juste 5,5 millions pour Total. les rondes. Ouais. Tandis qu'il y a une équipe, je ne sais pas si c'était les Pirates, il y en avait 16. Ils peuvent en Les Pirates avaient 16, je te le confirme. Puis là, float des joueurs plus loin, hey, dis 4 millions aux autres équipes, nous autres, on va te prendre en troisième, on va te le donner. Finalement, on l'a signé, Miller, parce qu'on savait qu'il y avait des ties avec les Phillies, ils voulaient signer, on pointe ce gars-là. Il y avait des gars de collège qui étaient sur la liste pour être choisis avant lui, mais ils ont été pris. Il y avait une couple de gars d'high school avant lui qui ont été pris. Puis tout a déboulé dans les derniers pics. Notre choix avant Aiden Miller, c'est les Yankees qui l'ont pris, qui choisissaient 26e. C'est normal. Les bons joueurs, toutes les équipes les aiment. Et c'est drôle parce que notre patron, Brian Barber, a été avec les Yankees 19 ans. Ils se connaissent. Il l'a su à la dernière seconde. Son chum l'a appelé et on prend tel gars. Bang, c'est arrivé de même. Mais pour nous, c'est vraiment les meilleurs joueurs dans la première ronde. Plus que le draft avance, on a notre directeur du développement qui est sur place. Et là, on a besoin des receveurs qui sont capables. On s'en fout s'ils frappent, là. Mais on a des gars qui lancent 95 comme Mick Abel. On a des jeunes Dominicains qui s'en viennent de l'académie. Ils lancent fort et ça pousse. On veut des gars qui vont être bons pour attraper la balle et lancer aux deux. Ça ne veut pas dire que ça va être des prospects à long terme, mais ils sont importants dans le développement de l'équipe. Alors, nous, c'est vraiment toujours ces talents en premier. On n'avait pas de deuxième ou cinquième ronde. Ça fait mal. Dans mon territoire, entre notre premier choix 27 puis notre premier choix en troisième ronde 97, 22 joueurs ont été pris de mon territoire. Ça fait mal, ça, dans mon territoire. Mais moi, je vois des gars un peu partout. Ça, c'est le draft des Phillies. C'est pas le draft de Alex Agostino, là. Ouais. Je veux juste des gars de la côte est. Ah, toujours un peu, Alex. Come on, donne-toi un peu de crédit. On en veut. On est compétitif. On a eu le 18e, le 20e, puis le premier gars après le draft. On a signé 3 dans les 15 dernières minutes du draft, puis 1 après le draft. C'est des gars que souvent qui veulent prouver qu'ils ont été repêchés tard puis que c'est des prospects. Alors, on verra bien, mais c'est vraiment, on a choisi le talent à ce moment-là. Moi, Alex, j'ai une question j'ai deux questions dans le fond. C'est quand la Star, avec les 20 rondes, là, on sait que les 20 rondes, c'est complètement différent. Dans le temps, on draftait, puis on avait 4, 5, 6, les rondes, les 4, 5, 6, des 10 premières rondes, c'est OK, on se concentre. Après ça, c'est plus du fill-in. Mais là, avec les 20 rondes, avec le NIL, avec le collège qu'on parlait justement, avec les NIL, les jeunes vont pouvoir se faire payer des mineurs, je veux dire, dans un collège. Exactement. Comment ça va changer, ça, un petit peu, la façon que tu du draft? C'est vraiment les agents aussi. Il y a les agents, l'influence des agents. Il y a les 20 rondes. Ça va-tu? Est-ce que vous faites plus de scouting aussi dans la ligue indépendante? Ça change quoi? Là? Parce qu'il y a beaucoup de variables à cette heure, là, avec les 20 rondes, le NIL, les joueurs, qu'on parlait des collèges, plus les agents. C'est beaucoup changé, mais nous autres, le baseball indépendant, c'est pas notre rôle. On a un staff, pro staff, qui vont faire le côté indépendant. Mais tout a changé parce que 20 rondes, c'est moins, on choisit, on ne repêche plus qu'on appelle des favors. Parce que le propriétaire, si ou tel gars, il a joué dans la majeure, son fils, il va à telle école, à Philadelphie, tout le monde doit être repêché par les Phillies. On en repêchait des fois. Là, ça, c'est fini. Là, les agents, comme les premières rondes, là, nous autres, les scouts, on parle à certains agents, mais tout ce qui est fait négociation de dernière minute, c'est notre assistant GM, Ned Rice. Il travaille avec le scouting director, puis il parle aux agents. On a tant d'argent, on fait ça de ce côté-là. Parce que le point que tu as amené qui est bien important, c'est le NIL. C'est l'argent. Les joueurs collégiales, maintenant, peuvent être payés pour aller à l'école. Et ça, c'est bon pour les équipes riches puis les joueurs de talent, mais c'est pas bon pour le baseball en général parce que tous les petits collèges qui développent bien des joueurs après 1 an ou 2, ils se font complètement enlever leur meilleur joueur, puis le joueur, tu peux pas le bomber. La chance qui a changé puis qui est bon pour les joueurs. Un exemple, un gars qui avait 22 ans, qui avait fini son périple collégial, tu l'appelais, on a 1000$, tu as un billet d'avion, tu signes ou tu t'en vas. Là, ces gars-là ne signent pas pour 1000$ parce qu'ils peuvent faire du graduate school à cause de la COVID. La plupart des gars, s'ils ont été blessés, ils se placent bien pour avoir une 5e année. Tennessee, LSU, on te donne 50 000 pour venir faire une dernière année de collège.
Tu vas jouer à LSU, tu as 23 ans, il y a 10 000 personnes dans les estrades, 50 000, les autres, ils m'offrent 1 000, m'entendent Ben oui. Puis 50 000 pour LSU, c'est rien non plus. Là, c'est sûr que ça a changé beaucoup. Dans le bureau, les gars, on a le staff de dépisteurs qui était sur place, on a le staff de Analytics qui nous disent hey, lui, il n'a pas eu une bonne moyenne, il n'a pas mérité, mais la shape de sa slider, elle marche avec ce que le scout dit. Mais sa rapide, on voit qu'elle bouge moins que ce que le scout lui a dit. Sur le patron, il prend tout. Il prend le analytics, il prend le recherche et développement qui dit statistiquement, ces gars-là qui ont été de même dans le collège, ils ont du succès dans les majeurs. Ceux qui ont ça, tel rate de walk, ils vont pas dans les majeurs. Tout est maintenant à probabilité, puis le boss doit prendre une décision. Ce que j'aime des Phillies, c'est le département dépisteur qui prend la décision finale, tandis que d'autres équipes, c'est un modèle. On met tout dans le computer. Premier joueur, c'est Eric Gagné. Le deuxième, c'est Maxime Martin. Troisième, puis on choisit. Je viens de slider deuxième, mais personne ne m'a dit ici que j'allais être deuxième. Moi, c'est sûr que je parlais. Voyons donc, mon agent m'a dit que je sortais premier. C'est quoi? Puis, tu sais, Eric, là, présentement, on a le droit d'avoir 180 gars actifs dans les mineurs. Ça compte pas les gars de la liste des blessés. L'année prochaine, ça risque de passer fort, probablement à 165. Sur les gars que tu signes, notre patron nous l'a dit. On signe pas des gars en 20e ronde pour le fun. On signe un gars aussi que c'est des outlier tools. Il lance 98, elle va partout. Mais ce gars-là, s'il a du succès un peu, il est en demande dans des échanges. Et Maxime, ce que tu as dit tantôt, là, nous autres, si on n'a pas Alex Bone, Brandon Marsh puis Bryson Stott, on ne peut pas compétitionner. C'est des choix de repêchage élevé qui sont dans les majeurs. Marsh, il est là parce qu'on a échangé Logan O'Hoppe, un prospect, un kid que j'ai signé de New York en 23e ronde, puis qui a amené un autre gars des majeurs parce que O'Hoppe était bloqué par Real Muto. Mais ces gars-là qui jouent bien puis qui gagnent 700-800 000 par année font en sorte qu'un gars comme Dave Dombrowski, il n'est pas venu à Philadelphie pour rebuild. Lui, il a des star players. Il est pesé sur le gaz, comme on dit quand il est arrivé. Ah, écoute, lui, là, ça fait 2 semaines qu'on est avec lui tous les jours. Il mange avec nous tous les jours. Il jase, puis en passant, il parle de Montréal en termes élogieux. C'est tellement le fun d'être à côté d'un gars de même, puis jaser, qui a fait ses débuts à Montréal, puis de parler, de voir la façon qu'il nous traite comparé à comment, un exemple, des gars comme Claude Brochu nous traitaient ou qui... Il savait pas. C'était pas la même classe. On l'aime pas, Claude. Hein? C'est le fun de voir que t'es pas amer et t'as tourné la page. Pas amer. Je suis juste déçu. Non, je devrais tourner la page. Avec raison. Non, mais Chris, t'as raison, man. C'est la trahison de chez nous. Rien contre Claude Brochu, l'individu. Je suis sûr que c'est un bon père. C'est une bonne personne. Il a fait son possible, mais il l'avait pas. C'est tout. Je veux dire, c'est pas la fin du monde. J'ai rien à cacher. C'est pas la personne. Les expos auraient dû toujours être là, mais c'est aussi une façon... Tu sais, on a le propriétaire des Phillies qui est dans les meetings, là. La façon qu'il nous traite, qu'il nous parle, là, tu fais partie de la famille. Il n'est pas condescendant, c'est ça. À Montréal, on t'a regardé de haut, là. Notre propriétaire, il vaut 3 milliards, M. Middleton, John Middleton. Il est là, il fait des speeches émotifs, comment on est important, comment il nous traite. Les restaurants où on va manger le soir, là, je veux dire, c'est pas du take-out chinois comme on avait au party de Noël aux expos, là, c'est big leagues, là. Non, mais c'est le fun d'avoir parce que veut pas, surtout avec le data, des choses comme ça. À cette heure, on peut vraiment changer. Tu sais, on parlait des scouts. Qu'est-ce que tu fais? Il y a le eye test aussi. Il y a le IQ, le baseball IQ qu'on parlait justement. Moi, c'est ça, je vais parler un petit peu. Comment que ça change un petit peu dans le temps? On fait des scouting reports. Exemple, je me rappelle quand j'ai vu le mien par rapport à Claude Pelletier, justement, il m'a envoyé mon rapport qu'il m'a envoyé, qui m'a donné ça en cadeau. Mais là, ça change. C'est quoi qu'il me demande? As-tu un petit peu, regarde, OK, on veut spin rate, on veut velo, on veut la grandeur des joueurs, c'est potentiel. Là, il y a un petit peu... Le nombre de checkbox a augmenté, c'est ça qu'on est en train de dire. Le nombre de checkbox va augmenter. Avant, c'était avec les expos, c'était en papier, 3 morceaux. Tu fais ton rapport écrit, c'était simple. Tu envoyais un au bureau, un pour toi, puis un à ton patron. Aujourd'hui, c'est simple. Tu as la partie biographique, okay? Tu as la partie bio qui est taille, poids, toutes ces choses-là, les blessures. Là, tu as la partie physique qui est rajoutée aux autres. La partie physique, c'est les tools. Est-ce qu'il court vite? C'est quoi sa puissance? Ça, c'est les frappeurs. Côté lanceur, il lance les brises, vélocité. On a rajouté spin rate parce que maintenant, on a des radars qui nous donnent ça. Et les gros collèges Division 1, tous les lancers sont répertoriés maintenant via TrackMan. Il y a une compagnie Synergy qui filme tous les matchs. Moi, demain matin, si je veux voir les 743 lancers d'un lanceur de NC State, je les vois un après l'autre avec la vitesse, le spin rate, j'ai tout. On a des gens dans le bureau aussi qui font tout ça, mais moi, je peux... Hey, j'ai vu une game, le gars, il est 0-4 au bâton, là. Colin, je vais aller voir ses 100 at-bats de l'année parce que moi, j'ai vu 4 strikeouts, ça arrive, mais il est supposé être en première ronde.
Ça, c'est mon seul look de la saison. Je suis mieux d'aller regarder d'autres at-bats, slow-mo, regarder qu'est-ce qu'il a fait. Bat speed est important. Là, ensuite, on a il faut vraiment faire les parties, les tours. Comme pour le joueur défensif, les mains, les pieds, comment il travaille, puis la accuracy, les lancers précis. Ouais. Évidemment, on a la partie physique déterminée. Grand, gros, petit, grand, mince, large, projection dans le corps. C'est comment tu le projettes dans le futur. Tu projettes-tu un partant, tu projettes-tu un releveur, tu projettes-tu un closer. Qu'est-ce que tu vois dans 5 ans? Et le plus gros maintenant, c'est qu'on a comme 2 boîtes. Une boîte sommaire, pour vraiment décrire ce que tu vois, qu'est-ce que tu penses qu'il est maintenant, puis qu'est-ce qu'il va devenir. Puis l'autre, c'est qu'est-ce qu'il est présentement. Présentement, c'est un projectable high school right-handed pitcher with a good arm action. Developing secondary. Si tu donnes vraiment un sommaire, il est ça. En bas, tu dois donner qu'est-ce qu'il va devenir. Ça, c'est une partie. Maintenant, on a la partie mental skills. On a quelqu'un d'engagé à temps plein qui fait le tour des top prospects, elle les rencontre. Elle a travaillé pour l'armée, elle a travaillé pour différentes fédérations. Okay. Elle va poser des questions à Éric Gagné dans sa vie, dans le futur. C'est un psychologue, finalement. C'est quelqu'un qui a un entraînement en santé mentale. Ah, ça, oui, puis on a des mental health resources, nous autres, à gauche et à droite. Ça, c'est fait. Ensuite, on a le côté, tous les gars sont testés physiquement dans les combines. Alors, ils mettent tout ça ensemble, puis quand on arrive, nous autres, le 1er juillet, le board, on passe à travers chaque élément. Puis tout le monde qui a vu les joueurs parle du joueur. Il y en a que c'est bon, d'autres c'est moins bon, d'autres c'est moyen. Puis on fait un tout, puis on le place à la bonne place. Mais le patron, c'est lui qui a le mot final. Quand on repêche un joueur, une couple de minutes avant, c'est le doc. On a le doc de l'équipe qui est sur place. Il y a tous les MRI, les results qui ont des combines. Thumbs up. OK, mental skills, Tracy, qu'est-ce que t'en penses? Lui, je travaille avec ce gars-là, aucun problème. Ah, lui, ça va être dur avec les coachs, mais le talent va toujours primer. Il faut qu'on fasse ça avec lui dans les mineurs. Lui, il ne prend pas accountability de ses failures. Tout le temps, il faut des autres. OK, ouais. On va travailler de cette façon-là. Mais lui, il va à la guerre pour toi. Lui, il va en faire trop. Lui, il est perfectionniste. Il va falloir faire attention quand il va être 0-8. De ne pas le perdre. On parle de ça. Ensuite, hey, analytic guy, c'est quoi sa shape de sa slider? Elle travaille dessus. Thumbs up, on l'aime. Le boss, les dépisteurs l'ont tout aimé. Oui. Ça n'arrive pas souvent que c'est tout le monde qui est d'accord. Souvent, le dépisteur aime un joueur, l'analytique ne l'aime pas, le doc, il l'aime, mental skills, Là, t'es 2-2, là, le patron, il est là. Est-ce que je le prends quand même? Lui, il va regarder. Pour revenir à ta question tantôt, Éric, 18e ronde, 19e ronde. Lui, il lance 97. On aime sa shape, mais il balle le parc. OK, nous autres, il s'en va dans le Gulf Coast League, là. Il n'y a pas de monde dans les estrades. S'il perd puis ça va pas bien, on s'en fout. On a pris Griff McGarry de mon territoire en 5e ronde en 2021. Il lance 100, il a eu de la misère au collège. Il est venu avec nous autres, il a travaillé avec un mental skills coach, il est dans le 2A, il lance des plombs. Il balle encore un peu, mais tout le monde le veut dans un échange. Bien, ça, là, c'est un bon choix de pêchage parce que Dombrowski, demain matin, peut l'échanger pour une vedette, peut l'échanger pour quelqu'un qui nous amène à la Série mondiale. Mais c'est surtout c'est ça, le baseball, c'est des assets, les joueurs. Puis ce que je pense que ça démontre aussi, c'est que, contrairement à avant, où, oui, le scouting report était un petit peu plus court, mais oui, on fouillait, c'est clair. Il y avait quand même un 2e degré. Là, je n'allais pas dire que c'était juste le test des yeux, comme on dit. Là, mais ce que tu racontes, c'est que tu es capable maintenant, avec tous les spécialistes, d'aller encore tellement loin. Je trouve ça tellement génial ce que tu donnes comme exemple de genre, il y a 10-15 ans, le jeune dont tu parles, tu l'as renvoyé dans le A-Fort, il aurait choqué dans la Florida State League ou whatever. Là, il a pris le temps de jouer dans un stade tranquille, puis comme tu dis, travailler. Man, c'est des ressources qu'il n'y avait pas, qui sont nouvelles, puis qui font une sacrée différence, là. Il y a tellement d'informations. Des fois, tu peux te perdre un petit peu là-dedans. Tu peux dire que tu perds un petit peu le caractère du joueur. C'est un gagnant. C'est un gars qui est capable de bounce back. C'est un joueur que... Il y a un autre aspect qui est vraiment un petit peu intéressant. Moi, Max, on en parle souvent. On essaie de se préparer là-dessus le plus possible. Le social media. Est-ce que vous regardez le social media par rapport aux joueurs? Que c'est un genre de social media qui suit? Es-tu vraiment, tu sais, les commentaires? On sait comment c'est, social media, tu sais. Souvent, le monde pense qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça part, puis tout. Moi, je parle à mes enfants. Moi, mon gars, il joue au hockey, Maddox, puis moi, dans ma tête, c'est je Maddox, quand tu mets quelque chose là, ça sort plus. Le cloud, ça reste pas tout le temps. Fait que, veux pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde ça pour savoir exactement? On a des gens qui suivent ça à la lettre. Si on a un prospect, puis je mets le nom de quelqu'un, ce gars-là, les gens dans le bureau vont tout faire pour essayer de flaguer quelque chose. Et ça revient au patron. Tout revient, que ce soit un propos raciste, homophobe, quelque chose de niaiseux, ça te revient. Nous autres, quand on signe nos joueurs, on leur dit « Hey, on comprend, c'est les médias sociaux aujourd'hui,
faites bien attention, qu'est-ce que vous postez, où vous êtes, avec qui vous êtes. Mais les jeunes d'école secondaire ou de collège, ça aussi, on leur dit. Puis on a des gens dans le bureau qui font ça à journée longue. Puis s'il y a de quoi, clac, moi, je reçois un article. Hey, ça, ce gars-là, t'as-tu vu ça? Ah, OK. On check ça. On s'en va. Ah, non. Appelle le coach. On suit. Faut que tu saches tout. T'sais, avant, oui, c'était le joueur, can he play or can he play? Non. Des fois, il y a trop d'informations. Mais aujourd'hui, tu prends des décisions avec plus d'informations. Tu prends des décisions plus éclairées. Puis là, tu donnes aussi. Quand tu parles en première ronde, tu donnes 3 millions. En deuxième, 1 million. Tu sais, des 800 000, tu donnes pas ça pour le fun. Puis un an plus tard, le gars, il est sous, puis il est parti. Tu sais, ou le gars, il est jamais sorti de sa petite ville dans le Tennessee. Puis lui, aller jouer en Floride ou jouer à Philadelphie devant 40 000 personnes qui tu te donnes 3 buts sur balle, puis tu es en train de te faire ruer. Là. Il a jamais vu ça. Là. Ou même sortir du stade et voir qu'il y a à peu près 15 restaurants chinois différents, contrairement au seul. On avait un joueur dans des meetings, moi je ne l'ai pas vu, mais ils ont dit c'est quoi la plus grosse foule que tu as joué? Ah, il dit moi, j'aime ça de jouer dans des grosses foules. Les gars, je pense qu'il y avait 300 000 à une de mes games cette année. Le kid, il était comme. Il n'y a pas 300 000, il va venir à Philadelphie, il va avancer qu'il y a 4 millions dans le stade. C'est comme les jeunes. Non, mais il y a des jeunes qui viennent du Mississippi, mais des places. C'est pas comme, je sais pas, moi, où je demeure à Saint-Bruno-de-Montarville. Là. C'est pas, on est tout beau puis parfait. Là. Des gars très bien capable de les rentrer les lignes de ce que tu dis. Ouais, non, mais c'est on ne veut pas les préjuger, mais ça compte sur leurs doigts. C'est ça, puis c'est différent, mais c'est de l'info. Mais je trouve que les joueurs sont beaucoup plus préparés aujourd'hui. Ils savent. Les agents d'aujourd'hui, ils s'occupent de leurs joueurs, de tout, la nutrition. Tu arrives avec les Feliz, un exemple, là. Je veux dire, je sais, Eric, quand tu as commencé, je suis sûr que les ligues mineures, les sandwichs au beurre de peanut, puis les soupes, puis les si. Aujourd'hui, notre centre d'entraînement, qui va être encore rehaussé, est incroyable. On a des trainers à outrance. On a 2 nutritionnistes, dont une qui parle français. Elle a été élevée à Toronto, mais quand elle m'a vu, tu restes à Montréal, Alex parle en français. 2 nutritionnistes pour les gars des mineurs. Ensuite, on a les vidéo coachs. Là, tu as les cages intérieures. Les filles sont en train d'acheter des terrains alentours pour augmenter, pour que ça soit comme un science lab, là, comme les collèges ont. Les collèges battaient le baseball professionnel avant. J'allais te dire, pourquoi ça a pris autant de temps que ça avant que ça arrive dans le baseball majeur? Ah, écoute, la tradition, les gars qui géraient... trop d'argent, c'est pas compliqué. Ouais, les gars qui géraient le baseball... Les gars qui géraient le baseball, les anciens joueurs, des fois, c'était comme on fait un échange ici, on donne scotch aux gars, c'est Pat Gillick, Mr. McKean, les gars, c'était des vieux routiers, c'était du baseball, puis c'était peut-être pas aussi avancé de ce côté-là, mais je te dirais que les 10-15 dernières années, ça continue. Les équipes ont de l'argent. L'argent a explosé dans le baseball majeur. Les revenus des équipes, ils ont décidé, on va investir dans ça. Il y a des équipes comme nous, les Feliz, on a continué à garder nos dépisteurs. Il y en a d'autres qui ont engagé des vidéo scouts. Le scout il se fait dire d'où aller, il filme la game, il regarde pas la game, il revient, il découpe, il envoie ça au boss, puis là, les autres, ils regardent la game. Ça, c'est pas du vrai parce que tu vois pas comment le gars interagit avec ses coéquipiers, comment il interagit avant ou après la partie. C'est bien important. Moi, je pense qu'il faut que tu merges old school, new school pour continuer à avoir du succès. Ouais. Avoir les jeunes brillants qui sortent de Harvard, qui viennent te donner de l'information statistique. L'expérience, ça s'achète pas. Des dépisteurs qui ont vu des joueurs depuis 30 ans, puis qui ont l'œil pour ça. Puis là, tu mets ça ensemble, puis tu fais des meilleurs choix. Et c'est là que tu as des meilleures performances dans le baseball majeur. Regardez les Reds de Cincinnati. Ils ont été mauvais. Là, tu regardes les De La Cruz, les Jonathan India. C'est des joueurs qui montent, là. Mais ils ont été repêchés parce qu'ils n'étaient pas bons. Les Reds, ils ont repêché haut, ils ont frappé dans le mille. Mais il y a des équipes qui sont toujours dans les bas-fonds, puis ils ont repêché beaucoup haut, puis ça lève pas. À un moment donné, tu choisis pas le bon. Des fois, le gars avec 5 millions dans ses poches, c'est pas le même gars quand il en avait 10 piastres dans ses poches. C'est dur si tu regardes. Il y a un autre sujet aussi que je veux regarder, le wood bat, les bâtons de baie en bois. Ouais. Quand tu choisis un joueur, un frappeur, on parlait, moi je choisirais tout le temps des lanceurs quasiment parce que. On se demande pourquoi, Eric. J'aimerais ça savoir pourquoi que tu voudrais. Mais la raison pourquoi, une des bonnes raisons pour moi, je pense que c'est les bâtons de bois et les bâtons d'aluminium. C'est tellement. Là, c'est rendu un petit peu moins grand la différence, mais c'est quelque chose que faut ça rentre en ligne de compte parce que veut pas le bat speed avec un bat de baie. La façon que la balle exit velo, launch angle, complètement différente. Pour moi, ça rentre un petit peu en ligne de compte.
Ça rentre beaucoup en ligne de compte. Tu veux voir les gars frapper avec du bois, tu le vois dans les ligues d'été, Cape Cod League, tu vas voir ces gars-là, tu vois que le bâton, il y en a qui frappent moins. L'autre affaire, les gars, là, je sais pas si tu suis le baseball collégial, les circuits ont explosé dernière année. Parce que les bâtons, là, ils ont explosé aussi. Puis il y a des joueurs qui manipulent les bâtons. Tu sais, au baseball, les lanceurs, c'est le sticky stuff. Au bâton, c'est du... je ne me rappelle pas du nom, mais tu sais, les gars, ils s'arrangent pour que le bâton soit un peu plus dur. Les compagnies font des bâtons pour telle équipe. Ces bâtons, la balle, elle sort. Tu sais, des petits joueurs qui en frappent 20, puis là, ils vont dans le baseball pro, ils en frappent 2 par année parce que la balle, elle sort pas aussi vite qu'elle est supposée être. Donc, c'est pour ça que tu veux voir les deux. Et c'est pour ça que tu veux voir bat speed. Okay? Si tu as du bat speed, au moins, tu sais que tu as une façon, de la façon qu'on juge raw power, qui va se traduire pour la puissance dans le baseball pro, c'est nécessairement la vitesse des mecs, les différentes affaires. Ils font ça sur l'exit velo. Dans les collèges, ça peut être un peu plus élevé. Avec le nombre de balles qui barrel. Ça, c'est des nouvelles statistiques. Le gars qui frappe la balle sur le barrel, combien de fois qu'il le fait, puis là, ils prennent des calculs statistiques. Pour lui, en moyenne, 103 000 à l'heure. Mais on va le prendre aussi dans le Cape Cod, parce que c'est une ligue gérée par le baseball majeur. C'est batte de bois. Alors ça, je pense, c'est la chose la plus dure. Puis c'est pour ça qu'on fait des workouts avant le draft. On donne du bois aux gars. C'est à notre workout. C'est nous autres qui a le trackman. Et on teste les gars qu'on veut. Sur 15, 20, 35, 30, 35 élans. Puis tu essaies d'avoir le plus de data possible. Ça, c'est un gars d'école secondaire qui est répertorié haut. Puis il joue sur le Summer Circuit. Tu vas peut-être le voir sans présence au bâton dans les différents showcases. Tout avec du bois. Puis toute l'info, toutes les équipes l'ont. Alors, tu peux voir un top pick affronter 92, 95 tout l'été. Parce que si tu vas, un exemple, je sais pas moi, en banlieue de New York, puis il y a un bon prospect, puis il affronte 77 000 à l'heure toute l'année, bien là, c'est bien beau d'aller le voir, mais il affronte pas ce qu'il va affronter dans le pro. Tu vas le voir pour s'assurer qu'il n'est pas blessé, qu'il lance la balle bien, qu'il court vite. Mais le bat, c'est comme, ça, tu suis bien gros d'avance. Puis les gars de collège, ben, tu as peut-être 3 ans dans la Cape Cod League ou dans les différentes ligues collégiales. Mais ça a une incidence importante. Nous autres, cette année, on a engagé un directeur offensif, un director of hitting, Luke Merton, qui a joué à Georgia Tech, qui a joué à mineur avec les Yankees, il a été avec les Padres. Son rôle, c'est de jouer, développer nos frappeurs dans les mineurs. Mais tous les 4 derniers mois que le draft, il est allé voir les meilleurs frappeurs. Parce que c'est lui qui va travailler avec eux autres. Puis les gars qu'on a aimés, il fallait que lui aussi les aime. Lui, il avait toutes les statistiques. C'est encore un autre noyau pour venir repêcher un joueur. Alors, c'est de plus en plus important, mais les gars forts, naturellement, là, qui sont pas juste avec des muscles, les gars qui sont naturellement forts, les gars qui t'arrivent au terrain, puis quand Éric Gagné est arrivé au terrain à Trois-Rivières à 16 ans, de Monticule, lance 90, tu vois pas ça tous les jours. Tu sais, c'est comme, all right, ce gars-là, il y a quelque chose. Le gars arrive au bâton, prend une coupe de ronde de BP, bang, bang, bang. Les autres arrivent, pouf, pouf, pouf. C'est comme, all right, il y a un son différent. C'est ça qu'on aime, le son du bat de bois, le son de bat d'aluminium, on n'aime pas ça. Hey, on va se quitter là-dessus. J'attendais jusqu'à la fin pour poser la question parce qu'avant de commencer, tu n'étais pas là. Tu étais évidemment en train de finir toutes tes transactions. Et, puis les gars m'attendent en bas. Là. Les gars m'attendent, c'est notre dernière soirée ensemble. Exact. Fait que je vais faire ça rapidement parce que moi, j'ai suggéré à Eric que moi, tant que moi, Scott Boras devrait être banni du baseball à tout jamais. Parce que, non, joke à part, j'aime pas la prise d'otage qu'un agent peut avoir sur une équipe. Surtout que je pense que les Pirates commencent à montrer qu'ils sont prêts à dépenser du cash. Je te pose une question, tu peux changer de sujet, tu peux faire un clin d'œil. Penses-tu que les Pirates ont le gars qu'ils voulaient ou le gars qui était intelligent de repêcher? Est-ce que Cruz est un meilleur choix ou Skeens, honnêtement? Parce que, tu sais, je pense qu'on a des bons joueurs comme O'Neill Cruz, de ce monde et compagnie. Selon toi. Je peux pas parler pour les Pirates, mais ce que je peux dire, j'ai écouté la chambre. Paul Skeens, là, tu gagnes une série mondiale avec lui. Et ça, moi, j'écoute David Dombrowski, Sam Ford, nos gens. On pose cette question-là dans le bureau. Qui tu prendrais? Qu'est-ce que tu ferais? C'est comme, quand tu gagnes une série mondiale, là, c'est parce que tu as Paul Skeens dans. Comme les Nationals quand ils ont gagné avec Strasburg. Strasburg, il est blessé depuis, mais il a amené une série mondiale. Quand j'étais avec les Marlins pour le gagner, on a gagné à cause de Josh Beckett. Josh Beckett! Quel flashback! Non, mais tu sais, les gars gagnent avec Game Over. Tu sais, c'est comme ça que tu gagnes. Des frappeurs, beaucoup plus dur à développer. Mais si tu repêches des bons lanceurs, plus de lanceurs,
t'as une coupe d'as, tu gagnes. Parce que tu peux signer Harper comme agent libre. Il va te coûter plus cher. Mais si tu as Skeens pendant 6 ans under control, puis il ne te coûte pas si cher que ça, évidemment, quand tu le signes, il coûte cher. Et moi, je pense que l'industrie pense que les Pirates ont eu l'homme qui est la situation. Je vais te répondre de cette façon-là. C'est leur job. Je connais leur DG, Ben Sherrington, parce qu'il est marié avec Tyler Tumminia, qui est la fille de John Tumminia, Eric, qui t'a repêché avant que tout le monde te connaisse avec les White Sox de Chicago, qui est malheureusement décédé l'année passée. OK. Alors, je connais la famille, je connais Ben Sherrington. Personnellement, si j'avais le premier choix, j'aurais probablement opté pour la même chose que les Pirates ont fait. Parce que la vidéo que j'ai vue, c'est un gars qui était à son année recrue à Air Force. Là. Il était en études Military Strategy Development. Il a quitté juste avant que, sinon il avait été là, il n'aurait pas pu continuer dans le baseball professionnel. Il est allé à LSU. Fabuleux. Je veux dire, écoute, ce gars-là devrait être dans les majeurs l'an prochain ou l'année suivante ou plus tard. Il va être un rouage important dans les 5-6 prochaines années pour les Pirates de Pittsburgh. Les autres, là, Dylan Krug, Langford, c'est des joueurs extraordinaires. Là. Je veux dire, mais... Oh, il y avait 5 gars auraient pu être number 1 overall. Ouais, ben Walker Jenkins est dans mon territoire. C'est un frappeur qui me fait penser à Larry Walker. L'affaire avec le lanceur, quand tu le repêches haut, les gars, le risque, c'est les blessures. Ouais. C'est le risque de blessure d'un lanceur plus tôt dans sa carrière qu'un frappeur sont beaucoup plus élevés. C'est pour ça que tu en prends plus. Tu en as 3-4. Nous autres, on a pris Mick Abel, Andy Painter, je veux dire, c'est des lanceurs. Griff McGarry, Painter, il est blessé cette année, mais tout le monde l'a vu dans les échanges. Abel, il a lancé dans la partie Futures Game qu'Éric parlait, la première manche, 2 rétro-bâtons, est électrisant. Mais c'est des jeunes, il faut peut-être les amènes dans les majeurs tranquillement pour que la santé reste là, mais c'est des super bonnes questions en passant, les boys. Merci. Et Painter, je l'ai dans mon pool. J'ai mis sa liste de blessés parce qu'on a droit à 5 joueurs des mineurs. Je le garde, c'est ça? Painter, ça va être quoi? Un numéro 2, tu penses, selon toi? Écoute, c'est un mid-rotation à top of the rotation partant en santé. L'année passée, à la fin de la saison, il y a eu des pourparlers de peut-être le monter au mois de septembre. Il avait 19 ans. Sur cette année, c'était son temps, malheureusement, des petites blessures à gauche et à droite qui l'ont ralenti. Mais il est encore jeune, là. Il a 20 ans. Alors, c'est ce qu'on espère qu'il revienne en force pour nous en 2024. On le souhaite bien. Alex Agostino, écoute, j'aurais pu continuer. En fait, on aurait pu continuer encore pendant 1 heure, mais c'est correct qu'on va te revoir sur le show parce que, sérieusement, puis on est 2. On prépare, la veille, on s'appelle, on prépare nos questions. On a à peu près 30 combinés à 2, puis on finit par en poser 2 parce qu'on s'en va complètement ailleurs. Caroline, que c'est une pure joie de te parler. Merci d'avoir été avec nous autres. Puis, ça me fait plaisir, les boys. Bonne soirée. Ben, toi aussi, enjoy votre cocktail, comme tu m'as dit, puis on se parle bientôt. Va te reposer. Ciao. Bye. Bye-bye. Ben écoute, c'est un beau lien, évidemment, avec Alex, évidemment, qui est Regional Scout, on va dire, en fait, fact-checker, comme on dit, pour parler du segment de la relève. Le Big Boss du Nord-Est. Le Big Boss du Nord-Est. C'est le fun. C'est le fun d'avoir un Québécois qui est en charge comme ça, puis voir, tu sais, c'est exactement ce qui se passe dans sa tête, c'est quoi les joueurs regardent, fait que c'est vraiment le fun. Alex, c'est un des bons gars au Canada. Oui, je l'ai croisé une couple de fois à des matchs de Junior Elite, puis... Ah, man, écoute, j'avais encore, regarde. Les gens pensent pas que... Hein? C'est quand même pas pire. Moi, je voulais parler sur la vie sur la route. Je voulais parler de tout... J'en avais tellement de choses, mais il est tellement intéressant. Tu là. fais un petit move de danse pendant que tu... Ouais, je sais. J'adore ça. On passe au segment de la relève, mesdames et messieurs. Évidemment, ce segment... Mon Dieu, je vais m'étouffer sur l'eau. Oh, man. Je vais y. Tasse-toi un peu, Marc. Tasse-toi, Max. T'es jaloux parce que je colle notre ami, c'est ça? Éric est possessif, je vais te dire ça de même. Essaye d'y donner un petit peu de place. OK. Notre ami Franck Vendetti qui va nous parler. Et c'est le fun parce qu'avec Alex, le lien est quand même assez logique. On a eu 2 Québécois qui ont été repêchés. Ça va-tu ou... Non, j'ai Simon à l'aide. Comment ça, Simon Allaide? Je vais faire mes écouteurs encore une fois. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, écoute, ils ont démissionné sur la vie. Ah, OK, je pensais que j'allais te dire un à gauche, l'autre à droite. Merci, Simon. Il faudra qu'on donne un coaching de... Il est vite, Simon, hein? C'est incroyable. Exact. Non, Simon est incroyable. Ils ont de ball, comme on dit en bon français. On a eu 2 joueurs repêchés. J'ai parlé, évidemment, avec Frank, puis aussi avec Jacques. Pas Lanctot, aide-moi. Lancio, merci. Je sais à chaque fois. Absolument incroyable. Il est incroyable. Tu m'avais envoyé son numéro, c'est la première fois que j'y parlais. Pierre-Olivier Boucher,
repêché en 10e ronde par les Braves. Selon Jacques, tu me diras ce que tu en penses, les recherches que tu as faites. On parle d'un kid. Bon, lui, il a joué ses 4 ans à. Il a fait un JC, puis après ça, il a joué 2 ans à Southern Illinois. Qui sont quand même en division 1. Dans les autres sports, sont dans la 2e division, mais au baseball, sont assez forts. Tout ça pour dire que on pense qu'il pourrait déjà commencer dans le A-Fort. Tu sais, c'est incroyable là, quand même. Là. C'est déjà, s'il skip le rookie ball puis il s'en va tout de suite au A-Fort. Même ce que les infos que j'avais, je pense qu'il avait déjà même signé. Là. Je ne sais pas si c'était déjà... Ben maintenant, c'est juste 20 rondes, fait que tu te mets vite là-dessus. Puis, il a 23 ans. Fait que, c'est sûr que tu peux pas commencer plus bas que le A-Fort, sinon ça paraît mal. T'sais. Mais honnêtement, moi, c'est ce que j'aime du baseball. Puis c'est probablement... tu sais, on a 2 Québécois qui ont été repêchés. Puis Eric pourrait nous en parler, là, sûrement. Là. Ce que j'aime du baseball, c'est que tu as un gars de 23 ans qui est repêché pour une première fois, puis tu as un kid de 17 ans. Tu sais, le gap, il est quand même incroyable. Tu sais, je veux dire... La différence entre avoir 17 ans et 23 ans, c'est worlds apart, comme on dit. Il y a beaucoup de saisons, mais c'est ce que j'aime du baseball, c'est que tu vas donner une chance à un gars de 23 ans, tandis qu'au hockey, 23 ans, tu as probablement déjà joué 4 ans pro. À Ligue américaine. À 19 ans, t'es vieux. Puis, ouais. On te pardonne si t'es un goaler à 23 ans ou un défenseur, mais en général, c'était un attaquant à 23 ans en Ligue américaine. Dans tout un système de filiales, Eric, est-ce qu'un gars qui commence à 23 ans a un avantage? Tu sais, dans le fond, c'est comme un peu un late bloomer, j'imagine, là, mais... Ben, ils sont d'un collège, fait que, tu sais... Mais là, c'est ça exactement. C'est ça, un bon collège. Tu sais exactement à quoi tu t'attends un petit peu. Qu'on parlait justement avec Alex, le data, les informations qu'on a, c'est un petit peu moins que dans le temps. T'avais pas, tu prenais un gars de 23 ans, de 22, 23 ans, tu disais, OK, c'est plus un fill-in. Mais à Star, écoute, avec les informations qu'on a, tu peux le passer du A au 2A, ça va bien dans le A. Moi, j'ai commencé dans le A-Fort. Tu sais, j'étais à Savannah, en Georgie. J'ai commencé à l'A-Fort, je me suis blessé, mais tu sais, ça quand même... À Stars, les joueurs sont tellement mieux préparés. Tu n'as pas obligé de 5 ans les mineurs. Ça existe quasiment plus un gars de 5-6 ans les mineurs. Ils n'ont pas le temps. Ça passe même ceux qui sont repêchés du secondaire, des fois, ils passent juste 3 ans et sont déjà rappelés. Là. Ouais, ça passe beaucoup plus vite. Tu sais, c'est le fun de voir parce qu'on va en voir de plus en plus. On parlait justement de NIL avec les joueurs qui vont rester plus longtemps au collège. Ils sont peut-être pas capables de les signer la première fois, mais ils vont attendre un petit peu plus longtemps, faire un 100 200 000 par année. Fait que je pense que ça va changer énormément. Ça va être le fun de voir la façon que les scouts, la façon que les équipes approchent justement le repêchage par rapport aux plus vieux. Parce que veut pas, si tu as moins d'équipes des mineurs, je pense qu'ils ont enlevé 42 équipes de 2 ans des mineurs pour... T'as entendu, Alex a dit qu'on partait déjà de 180 joueurs à 165 l'année prochaine. 165 l'année prochaine. Fait que, tu sais, veut pas, ça va descendre de plus en plus. Ils essayent d'économiser de l'argent, puis on sait toujours, quand ils économisent de l'argent, c'est toujours les mineurs. Fait que je pense qu'ils vont même descendre un petit peu les rondes, ils vont changer un petit peu, mais... Tu penses qu'ils vont baisser de 20 à genre 15, mettons? J'aimerais ça. Pourquoi pas? Moi, j'aimerais ça parce que juste voir les jeunes jouer au collège plus longtemps, être plus préparés. Tu arrives des mineurs, tu as 2-3 ans des mineurs, tu arrives des majeurs, tu fais un petit peu plus d'argent, tu économises de l'argent pour quand tu es rendu pro, tu fais plus d'argent en partant. Tu fais plus des 50 000 à ce temps des mineurs. Tu sais, tu pourras plus payer un joueur 20 000 pour venir quand tu peux faire 50, 60, 100 000 dans le collège. Fait que ça va changer énormément. Ça va être le fun de voir le gros changement, le crossroad qu'on a dit, qu'est-ce qui se passe présentement avec NIL quand ça va être un petit peu plus organisé. Mais tu sais, c'est un gars de 23 ans, quand tu l'as vu longtemps, ça fait 2-3 ans sûrement qu'ils suivent. Puis c'est quand même je ne sais pas la ronde exactement. 10e ronde. 10e ronde, c'est quand même... C'est intéressant. C'est haut, là, quand même. Ben oui, c'est quand même très, très bon. C'est le fun à voir. C'est le fun parce que les jeunes, ça va leur donner un espoir. Tu veux pas, tu peux aller dans un collège 1 an, puis quand tu as 17 ans, 18 ans, tu n'as pas grandi encore. Au moins, physiquement, tu sais exactement le jeune à 22, 23 ans, exactement ce qu'il va être. Les blessures, s'il y en avait besoin d'en avoir à 17 ans, 18 ans, 19 ans, quand tu grandis, ton corps change. C'est un petit peu plus un gros risque, surtout pour les lanceurs. Mais ça, c'est un joueur de position. Puis, il y a 23 ans en plus, ça va être quelque chose de... C'est le fun. C'est des belles histoires. Ça donne un petit peu plus de... aux jeunes, plus de hope. On a plus d'espoir, oui. Moi, je suis content parce qu'on a eu 2 joueurs repêchés. On pense qu'il y en a peut-être 2 autres qui risquent peut-être de signer. En fait, un dont on parle beaucoup, c'est Charles Davlan à Jonquière, qui, malgré sa stature à 5 pieds 5, qui suit, je peux parler de 5 pieds 7. Mais moi, je peux parler de Jérémy Pilon parce que tout ce qu'on parle depuis le début, c'est... T'as-tu ri de ma shape, toi, là? Ou... Non, mais je me suis dit, t'es plus jamais 5 et 5, toi? Bon, mais joke à part, Jérémy Pilon s'était entraîné. En fait, tu as entraîné le jeune Pilon il y a 17 ans présentement. Oui, il avait été repêché à 16 ans par les Blue Jays l'année passée. Je
pense qu'il n'a pas signé. Là, il revient dans le draft encore. 17 ans, 18e ronde par les Rays de Tampa Bay cette année. Qui est une organisation qui se... C'est drôle parce que tous les articles que j'ai lus, ils parlaient des top 5 organisations qui ont eu le plus de joueurs qui se sont rendus dans la Ligue majeure dans les 10 dernières années. Astros de Houston, les Rays étaient là-dedans. Baltimore, on voit l'explosion des jeunes. Et finalement, je suis en train de convertir Eric, qui est un fan des Orioles. C'est un autre sujet, on en parlera plus tard. Mais les Rays, surtout lorsqu'il vient le temps des lanceurs, ont vraiment un œil pour ça. Et 18e ronde, et tu vois, il y a une offre de quand même 4 ans pour aller jouer à Alabama. C'est pas un petit collège, puis on n'arrête pas de parler du NIL. Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'on dit souvent l'expression, mais je suis pas sûr qu'on l'a bien expliqué, mais NIL, ça veut dire que contrairement à avant, c'est que en tant que joueur collégial, que ce soit football, basketball, baseball, même volleyball, appelle ça, tu sais, n'importe quel sport, c'est que tu peux être, tu as le droit au commentaire. En fait, si quelqu'un veut que tu fasses une pub de char, tu as le droit d'être payé. Tu as le droit de monétiser ton name, image puis likeliness. Qu'avant, tu n'avais pas le droit, c'était illégal, tu n'avais même pas le droit de prendre un ticket t'as pas le droit de prendre un ticket de rien, tu ferais même mettre dans le si quelqu'un te payait le lunch, t'étais écrit ça à part. C'était vu comme un don ou comme une commande. Exactement, c'est comme le ridicule. Fait que là, Pilon, 18e ronde, ça devrait être un slot de 50 000 $. Mais tu sais, je me dis que si les Rays savent qu'ils s'en vont probablement en Alabama, ça veut dire qu'ils sont prêts à payer plus cher. Puis là, avant qu'on commence le show, tu m'as dit, moi, je demanderais 500 000. J'ai fait comme, OK, je pense que c'est une grosse décision pour le jeune et sa famille, là, quand même, là, le choix entre Alabama puis signer avec les Rays. Là. J'imagine. Oui, c'est sûr, c'est difficile. Tu sais, quand tu veux pas, quand tu es jeune, tu veux être un joueur de baseball professionnel. Ça fait longtemps que tu travailles là-dessus. C'est dur de dire non à un contrat professionnel. Mais on parlait de NIL, on parlait de risque de blessure, des choses comme ça. Mais quand tu vas à Alabama, que tu fais, c'est 50-60 000 par année la valeur d'un joueur. Là, par année. Il y a 4 ans. Là. Il y a un full scholarship de 4 ans. 4 fois, c'est 240 000 minimum. Ouais, mais attends, mais quand tu joues à Alabama, il ne sera pas une vedette en étant freshman. Peut-être même pas sophomore. On va en entendre parler, mais qu'il soit junior ou senior. Tu sors de là avec l'éducation d'Alabama. Là. Tu sors de là, tu as un alma mater qui est Alabama, tu as SEC, tu as une chance de monétiser ton NIL. Ça va être très difficile, mais moi, je me dirais, gars, 500 000, il vaut. Il vaut, je l'ai vu lancer. 93, 94, puis une Major League Curveball gaucher. Il a des grosses jambes, c'est un bon bonhomme, il travaille fort. Il vaut au moins 500 000. Moi, avec lui, c'est sûr de dire non à 250 000. Là. Moi, j'ai signé pour 75 000, puis je pensais que j'étais riche. Là. Je me suis acheté un char, je m'ai même acheté une maison. Mais ça va être difficile. J'ai envoyé un beau message. C'est un bon kid. C'est un kid qui a 17 ans. En plus, c'est pas vieux. Là. Ah non, écoute. Il faut qu'il pense qu'il va aller dans les mineurs. En plus, les Rays, c'est une très, très bonne organisation. Fait que, il faut qu'il pense. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte avec l'argent, veut pas. Sa famille, ça va être le fun de voir c'est quoi l'offre, premièrement. Mais moi, je te dis, moi, je n'irais pas en bas de 500 000. Mais ça me surprend parce que les Rays, en général, évidemment, bon, ils vont dépenser sur le choix de première ronde. Chaque équipe a un budget. On parlait avec Alex, les Pirates ont commencé avec 16 millions. Les Phillies, rendus au 27e choix, en avaient 27. 27, en avaient 5. Moi, ce que je veux dire, c'est que les Rays devaient... Tu sais, dans le temps que tu avais 50 choix repêchage, comme on parlait tantôt, tu repêches le jeune Pilon en 30e ronde, tu perds rien s'il dit non puis qu'il ou t'en un va Mike promener. Piazza en 62e ronde. Exact, 52e. Mais non, je pensais que tu me testais puis tu vois, j'ai pas. Mais Joe à part, c'est que tu sais maintenant que tu en as juste 20, même tu sais 18e, ça paraît loin, mais c'est un choix précieux. Ils devaient savoir quelque chose, ils ont dû parler aux kids avant. Ben, j'espère. Écoute, veut pas, là, c'est juste du bon sens, je pense. Tu le vois, il lance 93, il n'a pas été choisi en avant. La raison qu'il n'a pas été choisi, parce qu'ils savent qu'il s'en va à Alabama, qu'il y a des bonnes chances. Fait ils se disent, on ne dépensera pas un draft pick des 5 premières rondes. Pour moi, dans ma tête, c'est un gars de première... peut-être pas première, deuxième, il est jeune, il a pas eu la chance de prouver, mais dans 1 an ou 2, ça va être un gars de première ronde. Son stuff est incroyable. Là. La curve, là, on parlait de spin rate, on parlait de sa four seam. Il est vraiment incroyable. Je l'ai vu lancer contre des joueurs, là, puis il est vraiment... C'est un des meilleurs lanceurs que j'ai vu au Québec. Mais Eric, est-ce que tu penses que c'est un gamble qui peut prendre de aller à l'école puis souhaiter peut-être sortir encore plus haut dans un draft MLB dans les prochaines années? Moi, je ferais ça. Moi, j'irais à l'école. Écoute, tu sors de là, veux pas. Là, moi, tu sais, on prend des gambles dans notre vie. C'est beau, j'adore le baseball, mais moi, j'étais au junior college. J'avais aucun plan B. Tu sais, moi, c'est all-in, je m'en vais jouer au baseball, puis j'avais rien d'autre.
C'est juste ça que je voulais faire. Lui, il a la chance d'aller à l'école. Il a la chance de sortir de là, il est capable de faire un 200-300 000 juste à cause de l'école. On ne parle pas de baseball. Puis en plus, il y a une belle école, la SEC, c'est une belle école. Mon gars, il va là. Il y a un autre Québécois qui est là. Il va être bien entouré. On parlait de Minor League, les laboratoires d'entraînement, des choses comme ça. C'est incroyable là-bas. Là. C'est vraiment mieux que les mineurs, aller là. Ah, c'est clair. Moi, c'est incroyable. C'est tellement beau comme place. J'ai manqué ça, moi, dans ma vie, d'aller au collège. Puis moi, je dirais à lui, gars, c'est une décision personnelle. Il connaît son corps, il sait exactement ce que lui a besoin par rapport à l'argent, des choses comme ça. Mais oui, il y a un risque, mais je pense que le risque est beaucoup plus haut. Il va se faire repêcher dans les 2-3 premières rondes s'il y a 1 an ou 2 plus tard. Là, semble ça. Wow. D'après moi, c'est un bon gars, c'est un bon joueur, il travaille fort. Le fait qu'il est venu ici en Arizona, juste lui tout seul avec son père, tu vois qu'il est vraiment dédié à la game de baseball. Puis d'après moi, c'est un... En 18e ronde, à moins qu'il monte vraiment... Moi, je dirais en bas de... Moi, je dirais 500 000, c'est la valeur, mais qu'il monte en bas de au-dessus de 350 000, c'est sûr qu'il ne dira pas non. Mais d'après moi, ça va être dur, mais Alabama... Ouais. Mais j'ai hâte de voir les prochains jours, on va certainement voir. Puis, tu sais, je veux dire, tu parles de tout ça. Je vais peut-être aller le voir une couple de fois dans l'année aussi. Fait que... Ouais. Mais tu vois, c'est un peu comme moi aussi quand j'ai été en Arizona voir Eric, ça montrait à quel point j'étais passionné par le podcast et comment j'espérais que. Hey, j'aimerais ça qu'on parle parce que le temps passe vite. Calling, il est déjà 9h45. Dans 15 minutes, on commence la diffusion anglophone de Game Over. Merde, on peut-tu en 30 secondes résumer un peu ce qui s'est passé pour la période d'échange qui était en fait la limite des échanges dans la Ligue de baseball junior majeur du Québec, qui était junior élite du Québec, excusez-moi. Qui était hier. Qui était hier, où on se garde ça pour une prochaine fois. On peut se garder ça pour une prochaine fois et donner toute la place au repêchage aussi. Parfait, t'as raison, on fait ça. Donc, hey, merci Frank comme d'habitude. Et là, on passe à, au closer, chose que Eric connaît bien. Je pense que Simon est aussi coupable de nous autres de regarder la game. Parce que moi, j'ai la game au coin. Il va travailler sur une chaise qui roule de côté. Oui. Tu pousses à chaque fois qu'elle finit, tu fais juste pousser. La prochaine fois, c'est plus simple comme ça. Il va tomber, il va quelque chose se passer. Moi, non, mais c'est moi qui se déplace, c'est moi qui dois avoir la chaise. Je me sens très big shot, j'avais une chaise. Hey, il nous reste tabarouette. Écoute, j'adore notre podcast. J'adore le fun qu'on a. À chaque semaine, on pousse les limites de s'approcher. Je pense que je vais avoir le temps d'aller me remplir un verre d'eau puis à la salle de bain, puis avant qu'on commence du côté anglophone, sans commencer trop tard. Je l'ai dit en intro, je l'ai dit avec Alex Agostino. Je dois avouer que je l'ai trouvé très sincère dans sa réponse que ce qu'on disait dans les couloirs du baseball majeur, c'est que Skeens était le choix évident. Moi, par contre, pour avoir lu plusieurs articles, c'est que quand tu regardes le pourcentage, de joueurs repêchés first overall, premier au total, la position la plus risquée, c'est lanceur. Deuxième, c'est catcher. Par rapport justement aux blessures, puis le nombre de ces joueurs-là qui se rendent justement dans le show, ou du moins qui ont un impact une fois qu'ils sont rendus d'un majeur. C'est vraiment la position la plus risquée. Moi, je l'ai dit, moi je pétitionne pour que Scott Boras soit banni du baseball à vie, mais là... Scott... J'aime pas ton boy! Scott Boras Effect, écoute, moi je l'adore. Écoute, veux pas, là, écoute, c'est sûr que... Oublie pas que les équipes, ils l'aiment pas non plus. Faut pas oublier ça. Ah, c'est clair. Si tu lis dans les journaux, ils vont toujours blâmer Scott Boras. Écoute. Il fait une sacrée job. C'est juste que des fois, je sais que c'est d'avoir le meilleur intérêt de ton joueur. Je comprends. Ce qui m'a fait chier là-dedans, c'est qu'une équipe comme Pittsburgh, et regarde, c'est pas pour rien que je porte le chandail, c'est ma cause avec le numéro de 22 en arrière de Andrew McCutchen. C'est... pendant longtemps, ils ont testé ma patience parce que je les aime bien, les Pirates. J'ai jamais cru que le propriétaire disait un jour, je vais commencer à investir quand je vais être prêt. Mais Criff, il l'a fait. Brian Reynolds signé un contrat de 8 ans, au-dessus de 100 ou 120 millions. Le noyau de jeunes qui s'en vient. Et là, on voit du sérieux. En fait, il y a plus de sérieux à Pittsburgh qu'à Washington. C'est pour ça que j'ai été surpris que Boras donne même pas la chance aux Pirates de négocier. Puis moi, avoir les Pirates, c'est la question que je te pose, Eric. Parce que si les Pirates repêchent Cruz et que Cruz les snob, il retombe dans le repêchage pour l'année prochaine. C'est une année de perdu. Chaque joueur qui a fait ça, qui a perdu un an, a payé très cher pour. Si tu avais été Pittsburgh, je te pose la question, enlève ton amitié avec Scott Boras. Si tu avais été Pittsburgh, mettons là, que ça avait été un choix évident, parce que là, je me répète ce que Alex a dit, Skeens était le choix, selon lui, d'un gars qui va faire une différence dans la Série mondiale.
Mais si t'avais été Pittsburgh, t'aurais été assez baveux de dire, moi, pogner Cruz, puis après ça, essaie de me faire chier, puis dire que t'as l'intérêt de ton gars en y faisant sauter une année de baseball. Écoute, il l'a fait avec J.D. Drew. Il a fait 10-12 millions de bonus. Puis il a joué dans le show, puis il a été une bonne carrière. OK, tu viens me faire ma gueule. Il y en a une couple de joueurs, là, man. Un gars de White. Tu sais, Scott Boras, il connaît la game pas mal plus que tout le monde. Tout le monde l'a eu dans les majeurs par rapport au front office. Il ne l'aime pas parce qu'il donne l'argent, puis il sait les règlements, il sait exactement, il n'est pas obligé de signer. C'est sûr qu'il y a des fois que tu vas dire, OK, y a-tu vraiment les intérêts du joueur personnel ou c'est vraiment une affaire d'ego? Je le connais, Scott. C'est un bon gars. C'est un gars qui veut juste le mieux pour ses joueurs. Puis peut-être l'environnement à Pittsburgh, peut-être que les data, peut-être que les technologies ne sont vraiment pas aussi avancées que notre équipe. Peut-être qu'ils voient que peut-être qu'ils ont renégocié aussi. OK, on va le monter dans le 2A on part dans le 2A. Peut-être que Pittsburgh n'était pas prêt à faire ça. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est qui le pitching coach à Pittsburgh? Que moi, je le connais, c'est un très bon gars. Oscar Marine, je pense qu'il est encore là. Puis, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Washington, peut-être qu'il n'avait pas le choix non plus aussi de le payer. Je ne sais pas exactement Ben là, c'est sûr, tu passais pas à côté, tu prenais pas Langford. Quoique, tu sais, on en parlait encore une fois avec Alex, les 5 premiers choix au repêchage cette année, c'était vraiment un des repêchages les plus profonds qu'il n'y avait pas. Les 5 premiers choix, en fait, les gars qui sont sortis les 5 premiers, dans n'importe quelle autre année, auraient été des choix, des first overall, des premières sélections. Fait que, tu sais, c'était vraiment, tu sais, l'embarras de choix était quand même là. Fait que, tu sais, je veux dire, tu passais pas à côté de Cruz qui a l'air d'un sacré monstre, physiquement, premièrement, tu sais. Si Cruz aurait vraiment impressionné les Pirates, si les Pirates voudraient vraiment Cruz, ils seraient arrangés puis s'asseoir avec Boras. Ils disent, gars, là, c'est notre gars, we want him. On a besoin de l'avoir dans notre équipe. On va faire tout ce qu'on a besoin de faire par rapport à l'argent, par rapport à les mineurs, par rapport au coaching. On va tout le faire possiblement. Ouais. Mais ils vont toujours blâmer Scott Boras. Pour moi, dans ma tête, je l'ai vu. Et je les endosse dans cette démarche. Non, mais j'ai cette valeur, mais j'ai vu des équipes de ne pas négocier avec des agents libres à cause que c'était Scott Boras. Tu sais, veut pas, là. Si l'équipe, c'est leur ego, puis ils se foutent des fans, c'est pas correct, là. On parle de Scott, se fout de ses joueurs. Scott, il a le meilleur intérêt de ses joueurs. Les propriétaires ont besoin du meilleur intérêt de leurs fans. S'ils ne signent pas un joueur ou ils ne draftent pas un joueur à cause de Scott Boras, là, c'est les fans qui payent, là. Ben, c'est parce qu'en même temps aussi, c'est une question aussi, tu connais ton budget, t'as pas envie de te faire chier, je veux dire, parce que, tu sais, on vient là-dessus, mettons que les Pirates... Le budget, là, c'est de la BS. T'as le droit de dire bullshit, c'est un podcast, Eric, tu peux dire bullshit. La bullshit, tu sais, le budget, OK, oui, il y avait 16 millions, il y avait combien? 17 millions, tu disais? 16,4. Puis combien qu'il y avait... Washington à se dépenser? Il était pas loin. Je pense que c'est 16,2 ou 4 à 15,8. Une affaire de même. OK. Il n'y a pas grande différence. Mais tu sais, c'est. Non, puis il parlait d'aller chercher 9 millions. Tu sais, je veux dire ce qu'il voulait demander pour Cruz. Tu sais, fait que... Ça va être intéressant de voir comment il va avoir. Tu sais, c'est veut pas. Là. Oublie pas que c'est dur de se rendre majeur. Fait que l'argent fait ta face de bonheur. C'est bien beau de dire, c'est quoi 1 million ou 2 de plus? Ben, c'est 1 million ou 2 de plus. Mais là, 9 millions, honnêtement, là, à moins que tu sois vraiment un cave ou mal entouré ou mal conseillé. Puis, tu sais, je pense que justement, quelqu'un comme Scott Boras doit quand même avoir des conseillers financiers et être capable de gérer. Pourquoi tu dis cette affaire-là, l'1 million, c'est pas quoi la différence entre 9 et 8? C'est quoi la différence entre 1 milliard puis 999 millions? Oui, bon, d'un, j'ai l'impression que tu es fâché contre moi. J'aime pas ça. Non, mais tu sais, on va toujours en tant que... Non, mais je sais, mais ce que je veux dire, 9 ou 8 millions... Parce que c'est la connexion. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Tu sais, enlève la cote gérant, enlève les impôts américains sur un 9 millions, il te reste encore quand même au moins 5,5, 6 millions. T'as 19 ans, 20 ans, non, les autres, c'est vrai, ils ont joué quand même, sont des seniors, fait que, tu sais, ils sont autour de 22 ans. T'es capable d'en placer puis d'avoir un petit revenu. Je suis pas en train de dire que tu vas prendre ta retraite, là, mais je veux dire... On disait que l'équipe n'est pas capable de prendre 1 million de plus puis de donner à lui à cause qu'ils volent des milliards, ils valent 2,2 milliards. Non, mais mais pourquoi est-ce que Boras n'a pas juste dit aux Pirates, on va vous donner une chance? Vous l'avez le budget, je le sais, c'est marqué 16 millions. Il a juste dit... Peut-être qu'ils ne voulaient même pas lui parler. Peut-être qu'ils avaient déjà dans leur tête puis on veut juste montrer ça aux fans que hey, c'est à cause de Scott Boras qu'on ne signe pas, qu'on ne peut pas signer, c'est sa faute. Peut-être que c'est juste ça qui est arrivé. Ça arrive souvent qu'il y a beaucoup de mixed messages qui arrivent de ownership aux médias. Puis tu vois, Scott, il ne parlera pas aux médias. Tu sais, c'est ça la différence. Souvent, tu vois, j'ai vu des affaires, j'en ai passé des choses que les équipes disent « Oh, on a fait un offre de 150 millions à so and so. »
C'est pas vrai. Il n'y a jamais eu d'offre. Une offre, c'est une offre. Il m'envoie une offre, tu me mets ça à table, ça, c'est une offre. Du pourparler, c'est pas une offre, là. C'est juste du niaisage. Là. Fait que, tu sais, peut-être qu'il ne voulait pas vraiment mettre sur papier. Peut-être que c'était peut-être pas fin, puis il voyait que Washington le voulait vraiment. Fait que, tu sais, tu négocies avec du monde qui veulent vraiment négocier. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais d'après moi, Scott, que oui, c'est un bully, on voudrait dire, en tant qu'agent. Mais sa job, c'est d'avoir le plus d'argent possible pour son joueur au cas où qu'il se blesse demain matin. Qu'il n'y ait plus une scène qui rentre dedans. Non, mais je me suis pris une note personnelle. D'ici la fin de la saison, trouver quelqu'un qui partage ma haine de Scott Boras. Bon. Il y en a beaucoup, on va dire, d'accord. Il y en a beaucoup. Exactement. Hey, merci. Vraiment, honnêtement, on a de quoi être fiers, Gags. De plus en plus de gens qui nous écrivent, qui écoutent le show en direct, évidemment. On sait que les podcasts sont souvent écoutés en différé, mais là, honnêtement, bonjour à Marc Brosseau. Vraiment bon, les boys. Merci infiniment. Phil Dédé. Malade votre podcast. Mario Lavoie, salut à tous. Écoute, gênez-vous pas, posez-nous des questions. Puis en fait, vous pouvez même nous poser des questions pendant le show. Ça va nous faire plaisir que j'ai pas soit Eric ou nos invités comme aujourd'hui avec Alex Agostino, etc. et tout. Voici les réseaux sociaux où c'est possible de nous suivre. Évidemment, page Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Écoutez, dans quelques... Bon, évidemment, tous ceux qui nous aident évidemment à produire ce show-là. Un gros merci à tous ces gens que j'applaudis, que j'aime profondément. Et aussi, là, il est présentement 21h, presque 55. 5 minutes. Secondes. Et il reste une petite... exactement. Donc, dans 5 minutes, on commence le podcast en anglais, la version anglophone, en direct encore une fois, avec notre invité. Un autre de tes amis, c'est vraiment des réunions pour toi, c'est Greg Hamilton, qui est en charge de Baseball Canada. Ça fait 20 ans qu'il est là, c'est pas plus? 23 ans. Bon, ben, tu vois, regarde. 23 ans. Et donc, vous allez avoir énormément de choses à vous dire. Et j'aurais pas le choix de repartir le segment anglophone avec ma haine pour Scott Boras, correct? Je vais aller pisser, je vais me prendre des arguments et on part avec ça. Pour ceux qui nous écoutent en direct, on se voit dans 5 minutes. Pour les autres, merci d'être parmi nous. Merci d'être une communauté grandissante. Puis je pense que vous le savez qu'Éric puis moi, on a vraiment crissement du plaisir à faire ça. Donc, merci infiniment. On se voit bientôt. Je vois dans 5 minutes. 1-1 en 6e manche. Exactement. Et c'est sûr qu'on le pratique, mais on le fait mal. Fait que sur ces mots, on vous dit... Game over, let's go. Il faut se préparer, il faut que j'aille aux toilettes. Ouais, exact, moi aussi. OK, let's go. On ferme les livres, c'est terminé. Qui monte sa petite série gagnée avec ta balle bouchette. T'as déjà striké dans tes bouchettes. Et avec des lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game over.